Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti, je suis très content de vous retrouver sur cette nouvelle masterclass, Orientation Paslas, c'est le premier live de cette nouvelle année 2026. D'ailleurs, meilleurs vœux, hein, pour ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Aujourd'hui, on va travailler sur Parcoursup. On va travailler. En fait, c'est un gros mode d'emploi que je vous ai mis en place dans ce petit live. L'idée, c'est que vous ayez un peu les idées claires sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ne pas vous tromper sur certaines étapes importantes. D'accord. Ce qui est très très important, c'est si vous avez vraiment un maximum de questions là-dessus, à l'issue de cette masterclass, surtout n'hésitez pas à échanger avec moi, à me contacter ou autre. Un avis, c'est toujours important. Et je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Même si je suis bombardé en ce moment, je réponds à tout le monde. N'hésitez surtout pas. Même si les délais d'attente des fois peuvent être un petit peu longs, je l'accorde. Bon, c'est quoi? C'est une journée ou deux max, hein. Alors ça peut arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça arrive parce que vous êtes très nombreux. Dites-moi dans le chat justement si c'est la première fois que vous me voyez, si vous avez déjà vu la vidéo, les chaînes YouTube, la chaîne YouTube, si vous êtes abonné ou pas, dites-le moi. Ça m'intéresse toujours de savoir si vous êtes nouveau ou pas. D'accord. Moi je m'appelle Enti, d'accord. Anthony Thirion, ça c'est mon vrai prénom. Je suis enseignant et coach Paslas depuis alors plus de 15 ans et sur YouTube. Ça fait à peu près 5 ans. Numéro 1 en France, clairement sur l'accompagnement Paslas, parce que je fais toutes les matières, d'accord. J'ai plus de 15 ans d'expérience. J'ai fondé bien sûr la chaîne YouTube, CM Academy by Enti, d'accord. Donc vous connaissez certainement. Et j'ai une pédagogie innovante. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu à la fin si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est que vous compreniez que je suis toujours là pour vous aider, quelles que soient les situations. C'est important, dans toutes les situations possibles. On va voir pas mal de choses aujourd'hui. Les différences entre Paslas et le parcours santé, les différents parcours santé qu'on peut mettre en place. Le dossier Parcoursup, c'est le truc le plus important. Mais ce qui va être très très important, ça va être les critères de sélection sur Parcoursup. Souvent négligé par les étudiants, on va travailler là-dessus. On va regarder bien sûr la répartition des vœux et des sous-vœux. Comment bien faire cette répartition? Parce que souvent, vous choisissez une ou deux passes qui semblent intéressantes, et après vous délaissez les autres, vous ne savez pas trop quoi mettre. Donc il faut réfléchir à une stratégie, il y a tout un truc à mettre en place. Quels sont les métiers qu'on peut faire qui sont liés aux mineurs? Parce que ça, c'est un petit problème que vous allez avoir, c'est que c'est lié aux mineurs. D'accord. Il faut bien réfléchir à ça. Et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. D'accord. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à me bombarder de questions. Moi, j'y réponds, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'il y a une playlist dédiée sur Parcoursup. Il y a une dizaine de vidéos, un peu plus, sur Parcoursup avec tous les points techniques qui peuvent être nécessaires de ce que je vais parler. Il y a des mises à jour que je mets en place, donc forcément, je fais des lives pour faire des mises à jour. Mais n'hésitez pas à regarder. J'ai parlé déjà du dossier, j'ai parlé de l'algorithme, j'ai parlé de la rubrique, des listes d'attente, qu'est-ce qu'il faut faire entre pass et las. Il y a plusieurs masterclass sur la rédaction d'une lettre de motivation, phase d'admission, ChatGPT, etc. Et tout ça, je vous ai mis comme ça une playlist et je vais continuer d'agrémenter avec de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez surtout pas, d'accord, à regarder. Alors, différence entre Paslas, je répète pour ceux qui ne savent pas vraiment, on a la licence Accès Santé, d'accord. Vous prenez une majeure autre que santé et une mineure santé. La passe, c'est parcours Accès Santé spécifique, donc en gros, vous prenez une majeure santé et une mineure autre que santé. Et donc, l'idée très générale, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit l'AS ou est-ce qu'on suit passe, d'accord. Alors, je précise aussi, c'est la toute dernière année où je parlerai de passe et de l'AS, puisque normalement, l'année prochaine, il y a la réforme. En septembre 2027, il n'y aura qu'une seule voie unique, d'accord. Donc, pour ceux qui me posent des questions, faut-il que j'attende un an ou pas pour savoir si y a la nouvelle réforme, je préfère la mettre en place? Non, non. Prenez les cartes qu'on vous donne, soit là, soit passe maintenant. Si vous voulez bombarder, vous faites maintenant. N'attendez pas. Moi, j'ai eu la chance, à mon époque, il y a eu le passage de ce qu'on appelle la PCEM à PACES. Donc, du coup, moi, j'ai eu l'année de PACES. C'était une opportunité parce que du coup, c'était un peu en vrac. Tous les étudiants qui avaient redoublé, du coup, ils étaient un peu délaissés. Et moi, j'ai pu gagner cette brèche. Mais on ne sait pas ce qui va se donner avec cette nouvelle réforme. Ça se trouve, ça va être totalement l'inverse. Donc, faut vraiment pas essayer de tenter de jouer au poker, là, pour le coup. Donc, voilà, là, sous passe, on va essayer d'étudier ça. Alors, je vous donne un truc très simple. Si vous êtes sûr que vous voulez faire une profession de santé, c'est-à-dire médecine, pharma, dentiste ou sage-femme, faites une passe. Cherchez pas à comprendre. Bien sûr, on verra, il y a des situations un peu diverses où il faut choisir une lasse stratégique, mais c'est important de comprendre. Et si tu t'hésites encore, tu sais pas trop encore, tu veux explorer d'autres métiers qui sont liés à la santé, mais pas forcément des métiers de santé, tu peux faire une lasse. C'est un peu la grande stratégie. Bien sûr, ça va dépendre si tu es en terminale, si tu es en reconversion, si tu es étudiant étranger et que tu envisages un parcours différent. Donc, c'est important, tu vois. Alors pour répondre à la question, je suis en première, je vais avoir la réforme. Qu'est-ce qui nous attend? Concrètement, il y aura une seule voie unique, comme ce qui était pour la PACES. Donc en gros, c'est la grosse stratégie qui va être mise en place pour éviter ce système à doublon LAS et PASS, parce que LAS, le vrai problème qu'il y a avec LAS et PASS, c'est qu'en fait, vous avez deux filières en parallèle, en même temps. Là, l'idée, c'est de revenir à la PACES, c'est-à-dire une seule voie unique, avec quelques UE qui vont être spécialistes, d'accord, pour vous permettre de vous différencier dans vos profils. C'est juste ça l'idée. Pour l'instant, j'en sais pas plus, parce que c'est quelque chose qui est en cours. Donc dès qu'il y a une nouvelle intéressante, je vous le ferai en vidéo, d'accord, vous inquiétez pas. Je vous répète, pour tout ce qui va se passer en termes du parcours PASS-LAS, comment ça se passe? Une fois que vous avez fait votre première année, il faut que je vous répète quelques éléments importants pour valider votre année. Vous devez avoir la moyenne dans les deux, c'est-à-dire la majeure et la mineure. Ça, c'est pour valider l'année, d'accord? Si dans l'une des deux, vous n'avez pas validé du coup la moyenne, vous allez rentrer donc dans une licence 1 classique, d'accord, de votre mineur en général. C'est pas terrible. Si par contre vous avez la moyenne dans les deux, mais vous n'êtes pas classé, vous allez donc aller en LAS 2. D'accord, en LAS 2, donc deuxième année, pour essayer de retenter médecine par la suite. Et si vous avez la moyenne dans les deux, et qu'en plus vous êtes classé, vous êtes admis en filière MMOPK. Donc M pour médecine,
M, le deuxième M pour maïeutique, O, odontologie, P pour pharmacie, K pour kinésithérapie. Ok? Est-ce que c'est clair déjà là-dessus? D'accord? C'est important de bien comprendre comment fonctionne un peu le système. Il existe plein de systèmes de passerelles aussi. D'accord? Ça, j'en ferai plutôt une vidéo dédiée parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en reconversion qui posent des questions pour les passerelles. Et ça, j'en ferai des vidéos dédiées. D'accord? Je suis en reconversion avec une licence déjà en poche. Mes chances d'être pris en passe, il n'y a rien à voir avec le. Je vais vous expliquer pour la reconversion. C'est pas une question de grade. D'accord? Donc pour le coup, quelle que soit ta licence, même la passerelle, ça ne fonctionnerait pas. Il faudra que ce soit un master spécialisé lié à la santé. Ouais. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Comment se déroulent un peu les études de médecine, de pharma, dentiste, tout ça, etc. De manière très générale. Alors, on prend les grosses filières qui sont médecine, pharma, odontologie et maïeutique, ça c'est les filières universitaires. Kiné, un peu à part, c'est une école. Kiné ergo, c'est un peu à part, donc j'en parle pas, mais c'est à peu près le même concept. Vous avez 3 ans minimum, après en général, on fait plutôt 5 ans pour aller un petit peu se spécialiser. Mais voilà, si vous faites le parcours classique, vous faites médecine, vous faites donc passe ou LAS. Ensuite, vous allez faire le premier cycle qui concerne en fait la deuxième et la troisième année. Ensuite, le deuxième cycle, c'est la quatrième année jusqu'à la sixième, ce qu'on appelle l'externat. Puis ensuite, le troisième cycle, vous êtes à l'internat, d'accord? Ça marche à peu près pour tout. En pharma, c'est pareil, on a la deuxième, la troisième. Le deuxième cycle, c'est la quatrième et la cinquième. Après, on fait le choix entre officine, travailler en pharmacie de ville, soit on travaille en industrie, soit on travaille à l'internat, d'accord? Voilà, vous avez plusieurs types de diplômes possibles. Soit vous faites donc du coup odontologie pour faire dentaire. Dans ce cas-là, si vous voulez faire dentaire, vous avez la deuxième et la troisième année, puis ensuite la quatrième et la cinquième année qui est donc le deuxième cycle, puis ensuite vous faites pareil ou pas. Voilà, vous décidez d'aller ou pas faire l'internat pour dentaire, c'est tout à fait possible. Et pareil pour sage-femme, vous avez du coup la deuxième, troisième, puis la quatrième et la cinquième qui fait donc du coup le cycle entier. Voilà. Ça, c'est des grandes règles pour ceux qui veulent faire déjà des métiers de santé. Voilà. Donc forcément, hein, médecine, on est au moins sur 9 ans d'études minimum. Pharma, on est entre 6 à 10 ans d'études aussi. Dentaire, c'est pareil, on peut faire jusqu'à 6, jusqu'à environ 10 ans. Et puis maïeutique, en général, c'est le plus bas, ça veut dire ça va être 5 ans. Maintenant, on se spécialise, on peut faire même plus si on veut. Et kiné, je vous ai dit, c'est entre 3 et 5 ans. Il faut avoir un peu ces idées-là dans la tête pour être d'accord avec le fait de faire des études, c'est important. Petit rappel sur calendrier Parcoursup. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, demain sort du coup la possibilité de formuler ses vœux sur Parcoursup, 19 janvier, d'accord? Donc je vous invite à regarder comment se structure tout ça, mais je ne vous invite pas forcément à aller valider tout de suite, d'accord? Vous allez tâter le terrain, vous allez explorer ça pendant plusieurs semaines. Ne vous précipitez pas, c'est pas le plus rapide qui va mettre les vœux qui va réussir à les avoir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc concrètement, vous avez jusqu'au 12 mars, donc le jeudi 12 mars à midi, concrètement, vous pouvez rentrer tous vos vœux et les valider, d'accord? C'est jusqu'au 12 mars. Donc vous avez quand même pas mal de temps, et dans sous cette période, je ferai bien sûr des lives, je ferai des ateliers, je vous expliquerai, et des vidéos bien sûr pour vous aider avec quelques ressources qui peuvent être utiles pour chacun d'entre vous, d'accord? Donc concrètement, 19 janvier, 12 mars, c'est la date limite, mais c'est pas fini puisque jusqu'au 1er avril, vous devrez créer votre dossier Parcoursup, à intégrer des éléments dedans qui vous permettront par la suite d'être admis ou pas. C'est un peu le but. Donc après, on a la phase d'admission qui débute le 2 juin et puis ensuite le 11 juin, début de la phase complémentaire. Alors, je sais qu'à chaque fois, j'ai toujours plein de messages à cette période-là. Concrètement, si vous êtes en liste d'attente, ne paniquez surtout pas, d'accord? C'est normal d'être en liste d'attente parce qu'en fait, les étudiants, ils vont faire leur choix après le bac, pour la majorité d'entre eux, d'accord? Ce qui fait que vous pouvez être en liste d'attente pendant plusieurs semaines, ça bouge pas. Je sais, c'est une source de stress, mais ça va se décanter tout de suite après le bac. Une fois qu'il y a les résultats du bac, ça se décante, d'accord? Donc c'est normal. Si bien sûr vous avez tout de suite une proposition en phase principale, vous êtes tranquille, c'est quand même top, d'accord? Ça peut arriver bien sûr que vous ayez une proposition en phase complémentaire, mais c'est assez rare puisque dans la période de bac, on attend un peu. Est-ce que vous avez des idées claires là-dessus, hein? Alors pour rapport au dossier Parcoursup, on va avoir plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Donc on a les informations personnelles, on va voir le parcours scolaire, on va voir la fiche à venir, les activités centres d'intérêt, le projet de formation motivé, les pièces complémentaires selon les formations. C'est ça qu'on va voir. Donc concrètement, dans les informations personnelles, bien sûr, vous devrez mettre votre nom, votre prénom, coordonnées, adresse, lycée d'origine. Et c'est là où c'est intéressant, c'est si vous êtes par exemple en reconversion au CNED ou autre, c'est toujours le lycée d'origine qui fait foi, mais vous pouvez rajouter des éléments qui vous permettront de mettre, dans là maintenant je suis au CNED ou je suis ailleurs, je suis en reconversion. Du coup, ça aura un impact sur, vous verrez, le critère géographique. La situation scolaire, est-ce que vous êtes en terminale, étudiant en conversion? C'est très important de connaître votre situation. Ça, c'est juste pour connaître votre dossier, d'accord? C'est pas quelque chose de discriminant pour le moment, il faut juste qu'il soit complet et qu'il soit cohérent. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la parcours scolaire. Alors, il faut mettre les notes de première, les notes de terminale, les moyennes par matière, appréciation des enseignants. On verra les spécialités, donc il y a la SVT, maths, physique, chimie. Vous me direz dans le chat justement si vous avez pris telle ou telle spécialité, c'est toujours intéressant. Et ça, vous allez voir, c'est très important pour PASSLAS, donc avoir bien choisi ses choix de spécialité dès la première, idéalement. Parce que ce qui est intéressant dans les critères qui sont observés, c'est le choix des matières, la régularité, la progression, d'accord? Ou la stagnation si vous avez des bonnes notes. Okay, ça, c'est important. Ensuite, il y a la fiche à venir. Donc ça, c'est un truc un peu, vous ne verrez pas, c'est pas vous, puisque c'est directement rédigé par le lycée, donc l'avis du professeur principal, l'avis du chef d'établissement, ça permet de positionner l'élève, donc entre son travail, sa méthode, son autonomie, son sérieux. Donc en gros, ça, vous n'allez pas le voir. Mais c'est un énorme poids dans la sélection, surtout en PASSLAS. Hein, c'est très important ça.
Donc vous n'allez pas le voir, donc bien sûr, travaillez bien à l'école, avec votre professeur principal, parlez votre projet, etc., pour qu'il vous mette en avant sur Parcoursup, c'est très important, d'accord? Voilà, vous ne faites pas avoir. Il y a les activités et centres d'intérêt qu'il va falloir mettre en place, donc ça c'est un truc compliqué. Un truc compliqué, donc j'en ferai un atelier entier, d'accord? Puisque on attend de vous que vous mettiez des éléments comme engagement associatif, bénévolat, sport, job, les stages, alors, si les stages de santé c'est encore mieux, et si vous avez eu des responsabilités. Donc on verra, ça c'est un énorme critère qui permet de différencier certains étudiants qui sont un peu en balotage. Et donc l'idée c'est de voir si vous êtes engagé, ok, service civique ou autre, mais engagé pour l'État. C'est un peu l'idée, d'accord? C'est un peu de comprendre un peu si justement vous êtes quelqu'un de sociable, voilà, médico-social, etc. Si vous aidez les gens, c'est un peu le but du jeu, c'est un peu le principe. Ça fait partie du cœur du métier de santé, hein. Est-ce que vous êtes là pour aider les gens, okay, c'est un peu le but. Donc avec, on va dire, ce petit bloc, cette petite rubrique à remplir, bah, ça permet de discriminer pas mal de monde. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez technique, je vous montrerai, c'est assez technique. Donc ça montre votre maturité, votre engagement, la cohérence avec le métier de santé que vous voulez faire plus tard, c'est le but du jeu, d'accord? Ça c'est l'activité centre d'intérêt. On en verra, on fera bien sûr un atelier dédié là-dessus. Ensuite on a le projet de formation motivée, donc un par vœu, donc concrètement ça doit comprendre pourquoi vous faites cette formation-là, pourquoi vous faites ce parcours-là, pourquoi vous faites pas, pourquoi vous faites l'AS, pourquoi telle université, d'accord? Votre projet professionnel, même si plus tard il va évoluer, bah, c'est quoi votre projet? Voilà, est-ce que vous faire médecine, pharma ou autre? C'est pas une lettre, c'est pas un truc où on va faire du blabla, c'est un truc avec des mots-clés, très important, le concept de mots-clés, je vous expliquerai. Et c'est de comprendre le cheminement. Voilà. Vous choisissez une université, ok. Est-ce que derrière il y a des masters spécialisés? Est-ce que derrière il y a les hôpitaux qui sont en partenariat avec l'université? Bref, vous allez comprendre que ça se fait pas n'importe comment. Il faut vraiment avoir ce parcours en tête. Voilà. Donc ça, le parcours-là, vous pouvez pas trouver, vous pouvez pas deviner tout seul. Il faut faire des recherches. Pour faire des recherches, il faut pas hésiter à aller dans les universités et regarder tous les labos partenaires, les hôpitaux, etc. pour comprendre un peu comment ça marche, les maquettes, les masters, etc. Tout ça, de toute façon, il n'y a pas photo. Il faut faire des recherches. Je vous expliquerai à travers des vidéos comment faire. Il n'y a pas paniquez pas, voilà, paniquez pas. On peut vous demander d'autres choses. Un CV. Alors, pour passer là, en général, ça c'est rare, hein, mais un CV, ça peut toujours être demandé dans les formations plutôt ingénieurs. Ensuite, on a la lettre de motivation. Donc là, bien sûr, ce sera demandé. La lettre de motivation, c'est pas une lettre de motivation classique comme pour un job. J'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Du coup, la lettre de motivation, j'en ai fait une vidéo complète en masterclass, mais n'hésitez pas, bien sûr, à me solliciter si vous voulez avoir un avis. Et puis ensuite, à participer à un atelier où je vous proposerai, bien sûr, comment créer une lettre de motivation. On la fera ensemble, d'accord? Avec vos propres lettres à vous. Le portfolio, donc ça c'est en gros, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme expérience. C'est un peu rare quand on vous demande ça en passe-classe. Si vous avez la possibilité de mettre ça en pièce jointe, vous pouvez le faire, d'accord. On peut vous demander quelques justificatifs si notamment vous êtes en reconversion ou vous êtes par exemple en sportif de haut niveau ou autre, en fait un parcours atypique. On peut vous demander des justificatifs sur votre profil, d'accord. Ça peut toujours être utile. Il faut être très rigoureux parce que ça, c'est un énorme critère de sélection, ok. Voilà, des pièces complémentaires, il faut être en cohérence totale avec votre projet. Voilà, justement, ça c'est dossier. Alors maintenant, on va travailler un peu sur les 10 critères. Alors j'en ai mis 10 parce qu'en fait, justement, j'ai remarqué vraiment qu'il y avait vraiment 10 critères. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'accompagne les étudiants sur Passlas, notamment pour Parcoursup, et j'ai pu remarquer quand même qu'il y avait pas mal de critères qui fonctionnaient bien. Je vous les ai mis par ordre de puissance. Donc concrètement, le résultat scolaire, c'est numéro 1. Alors, ça c'est simple, hein, je vous expliquerai. Si vous êtes un très bon profil, vous avez au-dessus de 15, vous avez vraiment pas de problème. En gros, il n'y a vraiment pas de souci, à moins que vous fassiez vraiment n'importe quoi après dans les choix de vœux. Il n'y a pas de souci normalement pour être admis directement, d'accord. Au-dessus de 15, vous êtes tranquille. Ensuite, il y aura le choix des spécialités qui va avoir vraiment un impact fort. Donc, bien sûr, on cherche une spécialité scientifique. Donc, en général, ça va être maths, physique, chimie, SVT. Voilà. Ensuite, vous avez la fiche à venir qui est un énorme poids également, d'accord. Je vous en parlerai. Le projet de formation motivé. Alors, ça, c'est un énorme poids, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi là-dessus. Ensuite, vous avez la cohérence globale sur votre dossier. Donc, tous ces éléments-là, en résultats scolaires, spécialité, fiche à venir, projet, tout ça, il faut voir si c'est bien cohérent, si ça corrèle, okay, qu'il n'y a pas un bug technique. Si vous avez fait, par exemple, dans un élément, vous mettez je veux faire médecine, dans un autre, vous mettez de pharma, il ne faut pas comprendre le truc. Okay, il faut vraiment que ça reste cohérent. Important. Votre engagement activité extrascolaire, donc ça permet de différencier les étudiants qui, justement, sont en ballottage. Okay, donc là, c'est intéressant de bien le mettre en avant. Le secteur géographique, qui est un point important. Alors, je l'ai mis en critère 7 parce que, après avoir accompagné pas mal d'étudiants l'année dernière, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont réussi à avoir leur vœu en fait hors zone géographique parce qu'ils étaient cohérents avec tout le reste des autres critères. Donc du coup, je l'ai mis en critère 7. Avant, c'était un des premiers critères, secteur géographique. Maintenant, ils ont un peu mis ça de côté, j'ai remarqué. Le profil du candidat, d'accord. Donc là, concrètement, ça va être est-ce que vous êtes en terminale, en reconversion ou étudiant étranger notamment. Et la capacité d'accueil, je vous expliquerai comment il faut faire pour bien comprendre ça. Et puis, les critères qui sont propres à chaque université, donc là, on ne peut pas les deviner. On va un petit peu rapidement détailler tout ça, d'accord. Donc concrètement, les résultats scolaires, je vous ai dit, c'est un point extrêmement lourd dans la décision. Concrètement, on va analyser tout ce qui est moyenne de première, de terminale, les résultats par matière, le classement dans la classe, d'accord, et la progression dans l'année. C'est pour ça que j'espère, et en tout cas c'est l'objectif, c'est que vous puissiez avoir une progression. En gros, si vous avez eu 10 au premier trimestre, puis ensuite 12 au deuxième, puis 14 au troisième, on a une énorme progression.
là c'est vraiment très positif pour vous, d'accord? Donc il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et bien sûr, ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui va être SVT, physique, chimie, maths. Le reste des matières, ils regardent pas vraiment, d'accord? Ils vont regarder uniquement si les mineurs sont liés. Par exemple, si vous faites de l'anglais ou de l'espagnol et que vous prenez une mineure langue, bah, ils vont regarder bien sûr ces matières-là, d'accord? Il faut que ça soit en cohérence, toujours pareil avec les matières de votre majeur et de votre mineur. C'est toujours le but du jeu, hein. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'avoir une régularité, une progression qui va être valorisée, ou alors s'il y a une chute brutale, bah, ce ne sera pas un bon signal, d'accord? Un bon signal. Voilà. Alors après, on a le choix des spécialités. C'est un critère qui est extrêmement discriminant, alors c'est pour ça qu'il faut bien choisir. J'espère avoir fait pas mal de vidéos pour vous préparer à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en seconde, en première qui me regardent aussi. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à choisir des spé de sciences tout de suite, immédiatement. C'est extrêmement favorable hein, si vous prenez SVT, physique, chimie, maths. Alors d'un point de vue stratégique, prenez toujours physique, chimie, maths, pas SVT. Voilà, SVT, il y a la moitié c'est de la géologie, l'autre moitié c'est de la bio. Mais pour la première année de médecine, c'est pas très intéressant. SVT, si vous voulez, vous pouvez la mettre de côté. Vraiment, faites la physique, chimie, maths, maths complémentaires, tout ça, mais faites ça, quoi. Ok. Acceptable, c'est 2 spé scientifiques plus maths complémentaires. Moi, je vous conseillerais vraiment de prendre maths complémentaires si c'est possible, parce qu'en fait, concrètement, c'est sur ça que vous allez galérer, les biostatistiques, vous verrez. Donc, il vaut mieux être à fond sur les maths. Et c'est bien sûr défavorable si vous prenez des spécialités qui sont bien sûr non scientifiques, sans justification solide. Ok, c'est un peu voilà. Alors, vous avez été très nombreux à me dire, oui, alors moi j'ai pris 0 spé scientifique, mais est-ce que c'est mort pour moi? Ok. Alors, vous inquiétez pas, ça fait partie d'un des critères, bien sûr, mais c'est pas parce que vous êtes en bac L ou un autre bac éco-gestion ou autre qui a pas trop de rapport avec la science, avec la santé, que vous allez tout de suite être mis de côté. Non, c'est un cumul de tous les critères qui vous permet d'être dans le haut du classement. Ok. Et bien sûr, c'est un énorme critère le choix des spécialités. C'est extrêmement favorable. Voilà. Donc le jury, il va chercher une cohérence scientifique sur ça, c'est important. Voilà. C'est très important là-dessus. Ensuite, on a la fiche à venir. Donc ça, c'est un point énorme, mais bien sûr, vous ne pouvez pas le voir, parce que c'est un truc qui est lié uniquement au lycée, donc du coup, vous ne pouvez pas vraiment le repérer, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand vous travaillez, d'accord? En gros, ce qui va être indiqué dans la fiche à venir, en gros, c'est quel type de profil vous êtes. Un étudiant travailleur, capable de gérer une charge lourde, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de passif, d'irrégulier, voilà. C'est ça qui va être un peu important dans ce genre de critères. C'est pour ça, voilà, on va travailler bien à l'école, même si c'était difficile. Moi, j'ai galéré, hein, je vous le dis, hein, quand j'étais en terminale. J'étais un peu rebelle hein, sur cette partie-là, hein, février à juin, c'était vraiment compliqué. Hein. On a quand même tenu le bac, hein, mais c'était pas facile. Hein. On avait qu'une envie, c'est d'arrêter le lycée pour aller à autre chose. Donc je comprends votre situation, vous inquiétez pas si vous êtes en panique, vous avez envie de faire autre chose que le lycée, je comprends. C'est bientôt fini, il faut tenir bon, d'accord? Voilà. Ensuite, on a le projet de formation motivée qui est extrêmement stratégique. En gros, pour faire simple, un projet égale un tri. Donc en gros, le jury, l'algorithme. L'algorithme, en vrai, c'est un algorithme, puisque ça va être fait par des mots-clés. Le jury n'intervient qu'en d'égalité. En gros, on va avoir la compréhension de Paslas. Si vous avez combien compris le système, en fait, c'est ça qui est important. Si votre motivation est réelle, d'accord, ça existe vraiment ou c'est du blabla, il y a une cohérence avec l'autre parcours, d'accord, et la capacité de projection. Comment vous vous projetez. Ça, c'est un truc que malheureusement vous ne savez pas faire, c'est pas de votre faute, vous ne pouvez pas le deviner. Comment se projeter dans les études, comment ça marche, tout le cursus universitaire de A à Z, ça c'est un truc que vous avez un petit peu du mal. Je pense qu'il serait nécessaire que je fasse effectivement quelques exemples à travers une vidéo YouTube pour vous montrer concrètement comment on fait pour passer de A à Z, okay, en termes de parcours. Plus votre projet est clair et structuré réfléchi, plus vous avez un critère puissant, d'accord? Si par contre vous avez mis des copier-coller, des phases, des discours un peu naïfs, un peu faciles, comme une grande majorité d'entre vous, mais c'est pas de votre faute, ça va se voir tout de suite, d'accord? On m'a posé la question, est-ce que je peux utiliser ChatGPT, etc. ChatGPT, sachez qu'ils ont des marqueurs numériques. Donc concrètement, si vous faites un copier-coller d'un truc que vous demandez à ChatGPT directement sur fiche de projet motivé, ça va se voir, Donc il faut vraiment structurer ses propres phases avec sa propre structure, mais c'est pas des phrases où on va parler, blablater, c'est des phrases mots-clés. Tout ça, je vais vous expliquer comment faire, c'est pas évident. Okay, la cohérence globale entre tous les éléments du dossier. Donc en gros, on va croiser toutes les notes, les spécialités, le projet, les activités, l'avis des enseignants, et tout ça, si ça va dans le même sens, c'est OK. Si par contre on a un dossier un peu bizarre, un peu incohérent, dans ce cas-là, on peut avoir un refus direct, d'accord? C'est important de bien le comprendre. Tout ce qui est engagement. Donc engagement, c'est un truc que vous mettez un peu vraiment de côté parce que c'est un truc, c'est une petite rubrique, vous dites, waouh, je sais pas quoi dire, j'ai rien fait de ma vie, tout ça. Mais je vais vous expliquer, vous êtes obligé de bien le faire parce que c'est quelque chose de très intéressant, c'est valorisé, notamment si vous faites du bénévolat, Croix-Rouge, secourisme, service civique, tutorat, sport régulier, etc. Si vous mettez la santé plus un engagement, c'est un excellent signal. Alors, vous êtes très nombreux à me dire, ouais, mais j'ai rien à raconter. Bah oui, c'est normal, je comprends. Donc, ce que vous allez faire l'inverse. Vous n'avez pas fait, par exemple, la Croix-Rouge, vous n'avez pas fait de secourisme ou de service civique ou autre. Vous allez dire tout simplement sur Parcoursup, j'envisage de faire la Croix-Rouge, j'envisage de faire du secourisme, du bénévolat, vous mettez j'envisage. C'est pas grave si c'est au futur ou autre, si c'est pas réel, si c'est pas concret, c'est pas grave. L'objectif c'est de voir que vous voulez faire quelque chose. Okay, d'accord. Donc après c'est des mots-clés, hein, donc
c'est quand même toujours positif de le mettre. Okay, donc c'est pour ça que je vous expliquerai plusieurs structures, comment faire pour bien mettre ça en avant. Voilà. Ah, ça me semble important. Ensuite, on a le secteur géographique. Alors, il est évident que les universités favorisent en fait les candidats de leur académie. Donc concrètement, si vous êtes à Paris, eh ben, essayez de viser des passes et des LAS de Paris, d'accord? Pas toutes, bien sûr, mais en tout cas, majoritairement, restez dans votre secteur géographique. Vous aurez déjà davantage plus de chances, d'accord? Si vous mettez des vols à Strasbourg ou à Marseille, alors que vous êtes à Paris, bah, c'est compliqué. Ok, il vaut mieux rester dans son académie. Bien sûr, il y a des éléments qui se font qu'il faut aller en hors secteur. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Mais concrètement, il vaut mieux rester dans son secteur. D'accord? Ça, c'est un bon critère facile d'accès. Pas compliqué. D'accord? Si votre vœu est cohérent par rapport à la zone géographique, ok, ça marche. Si par contre votre vœu est lointain sans justification, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui ferait que par exemple on va aller hors secteur et que c'est intéressant? Si par exemple vous mettez, moi je suis à Paris, mais je veux faire une passe par exemple à, je sais pas moi, à Toulouse, un truc comme ça, on va dire à Toulouse. Ah bah pourquoi? Parce qu'il y a un master qui n'existe pas à Paris. Si vous voulez expliquer et que vous voulez absolument faire un master, je sais pas moi, en neurobiotechnologie, un truc spécialisé dans la biotechnologie du cerveau, et ben dans ce cas-là, si ça n'existe pas à Paris, c'est très cohérent. Et donc dans ce cas-là, c'est bien. C'est un hors secteur, mais ça fonctionne, c'est cohérent, d'accord? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, d'accord? Voilà. Alors ensuite, on va regarder votre profil. Donc votre profil, c'est est-ce que vous êtes en terminale? Terminale, bien sûr, vous êtes profil prioritaire, c'est évident. Donc vous êtes un peu tranquille. Si vous avez au sud 12, vous êtes un peu tranquille, je vous expliquerai après. C'est ça qui va être discriminant, c'est si vous êtes en réorientation, en reconversion, d'accord? Là, vous passez après terminale. En gros, la sélection, c'est très simple. Tout ce qui est absorbé par Parcoursup va commencer par générer les personnes terminales, ok, en priorité. Ensuite, la reconversion, les orientations. Et ensuite, on va retrouver par la suite les étudiants étrangers. Alors pour les étudiants étrangers, bien sûr, je vous engagerai plutôt à aller sur Campus France, c'est un autre système. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, j'en ferai. Mais c'est un autre système pour pouvoir intégrer les études de santé sans passer par Parcoursup. Voilà. Ça marche que pour les étudiants étrangers. Voilà. Pour les réorientations, les reconversions. Souvent, j'ai pas mal d'étudiants là en échange que j'ai eu dernièrement, avec des profils totalement différents, avec des métiers totalement différents, des personnes qui travaillent dans l'immobilier, travaillent en tant qu'avocat, travaillent dans les langues, dans le bâtiment, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la santé, d'accord? Et ces étudiants-là veulent faire médecine, par exemple. Quand on est en reconversion, ça peut paraître inconcevable, ce genre de profil. Et pourtant, ce qui est important, c'est ce pourquoi vous voulez changer. Si vous faites ça et que vous faites le pont logique, avec un bon projet béton, avec un dossier argumenté comme on construira bien ensemble, ça marche, d'accord? Je répète aussi, de toute façon, vous inquiétez pas, vous avez tous une place, quelles que soient les formations, il y a plus de formations proposées que d'étudiants inscrits. La seule difficulté, c'est pour ceux qui veulent telle passe très précisément, bien sûr, il y a une concurrence sur cette passe particulièrement, il y a plein de LAS qui vont être délaissés, vous allez voir, il y aura plus de places que d'étudiants inscrits, vous verrez. Voilà. C'est comme ça chaque année, en plus ils en ouvrent chaque année en plus. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est que le jury va regarder la capacité à reprendre un rythme intense. Okay, ça c'est pour les profils candidats. Alors bien sûr, je parle de jury, mais principalement pour passer ça va être l'algorithme de base de la Parcoursup. Voilà. Capacité d'accueil et concurrence, ça c'est un truc un peu technique. En gros, si par exemple, alors je parle l'exemple de Paris parce que Paris ça fonctionne bien. Paris, vous savez, ça fait partie les universités de Paris sont prestigieuses, d'accord? Donc forcément, la concurrence, elle est incroyable. Et même si vous habitez à Paris, il y a beaucoup d'étudiants à Paris pour un nombre de places important mais limité. Donc ça veut dire qu'elle est extrêmement demandée. Donc forcément, il y a une concurrence importante, capacité d'accueil limitée finalement. Donc concrètement, comment on va faire pour bien s'intégrer dedans? Ça va être quoi la stratégie derrière? Ok, c'est le but du jeu. Je suis flou là, c'est bon, c'est pas grave. Donc il faut bien faire une stratégie de vœux, on verra ensemble la stratégie des vœux. Mais concrètement, c'est ça qu'il faut bien comprendre sur la façon de faire. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et pour justement comprendre ça, il faut voir un peu ce que va demander l'université. D'accord? Donc pour les universités, vous ne pouvez pas deviner à l'avance, mais vous pouvez identifier des éléments. Donc ils vont bien sûr faire des choix propres à chaque université, des notes, la fiche à venir, le projet, les spécialités. Mais en réalité, il faut bien regarder, c'est ça qui est difficile, mais vous pouvez quand même trouver, et je vous ferai un atelier pour vous donner des informations. Il n'y a pas de règle universelle pour ça, mais c'est pas compliqué à trouver. En gros, imaginons que à Paris, on est en déficit de 200 dentistes. On va prendre cet exemple-là pour que ça soit facile. Du coup, l'ARS, donc ce qu'on appelle les agences régionales de santé, ils vont définir les besoins dans les 5 ans à venir. Et donc, ils vont dire, je vais ouvrir davantage de places pour dentaires, pour former des futurs dentistes, dans ce secteur-là précisément. Donc, on pourra anticiper sur le fait qu'ils vont pouvoir naître plus de profils des personnes qui veulent faire dentiste, d'accord? C'est comme ça qu'est fait Parcoursup pour bien corréler les informations. Donc concrètement, si vous avez, grâce à l'ARS, les statistiques qui vous seront données, dans ce cas-là, hop, vous pourrez être plus mis en avant, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la passe en fonction du secteur. Alors ça, c'est un travail qu'on fera peut-être en atelier ensemble, je vous expliquerai comment faire pour trouver ces infos-là, parce que c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez corrélé les statistiques de l'ARS pour savoir les projections futures, vous serez plus à même à faire vos choix de vœux qui sont en cohérence. Voilà.
Des questions? C'est pas évident ça, hein. C'est pas évident ça. Je vais dire quelques questions avant que je passe à la suite. Pour les activités extrascolaires, est-ce qu'on a besoin de justificatif? C'est pas tout le temps demandé, d'accord? Si vous avez une rubrique, parce que je sais que c'est assez nouveau maintenant, ils mettent des rubriques où vous pouvez rajouter des pièces jointes, faites-le. Si vous pouvez, faites-le. Voilà. Pour le secteur géographique, quel est le secteur des étrangers dans les lycées français étrangers? À l'étranger, en général, quand vous êtes à l'étranger, vous venez en France, c'est Bordeaux-Toulouse. Voilà. Est-ce qu'on a accès aux nouvelles statistiques de l'ARS? Il y a des statistiques qui sont toujours transmises, mais un peu en retard. Donc en gros, vous avez les projections des années passées. Donc en gros, l'année dernière, vous avez la projection d'il y a 5 ans. Voilà. Donc c'est-à-dire que concrètement, on est en 2026. Donc 2025, non, vous avez accès aux statistiques de 2025 pour les projections dans 5 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien en général. Ok, ça va? Pour l'instant, c'est pas trop mal. Vous avez compris l'idée? L'idée, c'est d'avoir ça en tête. Alors, comment on va faire pour bien répartir les 10 vœux? Alors, comment on va faire pour faire ça? On va essayer de faire ce petit travail. Donc déjà, il y a plusieurs étapes. Déjà, faut que alors, je vous ai bombardé de newsletters, mais c'est important que vous compreniez bien ça. Il faut bien clarifier votre projet, d'accord? On va travailler sur comprendre la logique PASS-LAS, adapter la répartition à ton profil scolaire, choisir des LAS qui vont être cohérentes, vous verrez, et la répartition géographique intelligente, on verra ça ensemble, et anticiper la charge de travail qui va arriver. Alors concrètement, clarifier votre projet, je l'ai déjà expliqué, et c'est très très important. Vous êtes très nombreux, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire, mais c'est très nombreux à me solliciter pour une petite visio, n'hésitez pas à le faire, à échanger avec moi. En général, je fais des visios libres entre midi et 13h quasiment tous les jours, d'accord? Alors la semaine prochaine, je pense qu'il n'y a plus de place, mais n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec moi sur votre projet, tout ça, n'hésitez pas à le faire. J'échange toujours avec les étudiants, moi je suis libre, il n'y a pas de problème. Les échanges là sont gratuits, hein. Si vous voulez échanger sur votre situation, il n'y a pas de souci. Et l'idée, c'est que vous soyez au clair avec vous-même. Vous êtes très nombreux à chaque fois que je prends un échange avec vous. Quand je vous pose la question, vous voulez faire quoi comme métier? Médecine. Mais ça ne veut rien dire médecine. Il faut vraiment être précis. D'accord? Surtout pour Parcoursup, même si pour l'instant, vous n'avez pas forcément les idées claires, c'est normal. Moi, perso, à 17 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, hein. Moi, à 17 ans, c'est pas compliqué. Je regardais Dr House et je voulais faire médecin diagnosticien exactement comme lui. Je me suis laissé influencer par la télé, par la série. Ce qui m'a poussé à faire finalement pharma, puisque pharma était le plus adapté à diagnosticien, parce que les vrais pharmaciens biologistes sont diagnosticiens. C'est ce que je voulais faire à la base. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, votre projet, vous avez une idée en tête et ça peut bouger dans le temps, et c'est tout à fait normal ça. Mais pour Parcoursup, il faut avoir quelque chose de cohérent, même si c'est pas du tout ce que vous voulez faire plus tard, il faut que ça soit cohérent. D'accord? Donc, si vous êtes sûr, vous faites passe. Si vous êtes, vous savez pas trop, on peut faire passe et LAS, d'accord? Il y a un risque technique, on verra ensemble. Et si c'est très flou, prenez une LAS qui va être stratégique, qui va être un peu orientée pour vous donner plein d'opportunités. Voilà, on va travailler ça ensemble de toute façon. Mais faites pas des vœux au hasard, c'est important. Alors, entre passe et LAS, faut essayer de comprendre. Alors, pour la passe, vous avez plus de chances d'accéder aux filières de santé, hein. Maintenant, c'est vrai qu'on a du recul. La toute première année, je n'étais pas sûr. La deuxième année, c'était moyen, mais là, on a du recul. Là, on sait qu'il y a plus de 60% des étudiants qui font passe qui réussissent. Et après, on a 40% pour les LAS. Donc ça, c'est vraiment concret pour le coup. Et dans certaines universités, ça passe à 80%. 80% en passe, 20% en LAS. En fait, quand j'ai pu échanger avec pas mal d'étudiants sur les 3 dernières années, il y a beaucoup d'étudiants en LAS qui se sont dit, ils ne nous proposent aucune place. On n'a quasiment pas de place pour aller en filière de santé. Très peu de places proposées à chaque fois en LAS, on est mis de côté. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, c'est pour ça que si tu veux faire vraiment une filière de santé, il ne faut pas chercher à comment faire une passe. Alors, oui, ça sera plus difficile, c'est vrai. Ce sera beaucoup plus difficile de faire une passe que de LAS. Mais derrière, si tu veux vraiment faire ça, il faut se donner les moyens. C'est tout. C'est une grande différence, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu délétère. Donc, en gros, passe, on a plus de chance. On a un programme qui est centré sur médecine, c'est vrai. C'est très exigeant. Et puis, s'il y a un échec, vous vous réorientez obligatoirement en LAS 2. Voilà. En LAS, vous avez un filet de sécurité, on va dire, sécurité entre guillemets. En gros, vous êtes un peu plus tranquille pour la suite de vos études. Vous avez plus de temps pour faire mûrir votre projet. Il y a moins de places qui est proposée. Et par contre, vous avez quand même souvent une double charge de travail. J'aimerais que les étudiants en LAS avaient quand même beaucoup plus de travail qu'en passe, mais ce n'était pas le même travail. C'est pas le même travail. C'est pas la même charge de travail, en fait. Alors, si vous êtes à un profil extrêmement intéressant, vous avez plus de 15 par exemple, je vous ai dit en général, vous êtes un peu tranquille, hein. Si vous avez au-dessus de 12, normalement c'est bon. Et au-dessus de 15, c'est sûr, vous êtes admis normalement direct, d'accord? Si vous choisissez une bonne passe qui va être stratégique, c'est bien. Donc, ça veut dire que si vous avez un profil fort, vous êtes très très bonne moyenne, vous pouvez prendre davantage de risques. Et dans ce cas-là, vous êtes majorité de passes. Vous allez mettre entre 6 à 8 passes contre 2 à 4 LAS, qui va être stratégique. Si vous avez un profil intermédiaire entre 12 et 14, vous êtes plutôt équilibré entre 4-5 passes et 5-6 LAS. Voilà. Et si vous avez un profil fragile en dessous de 12, atypique ou en reconversion, vaut mieux mettre en avant des LAS. D'accord? Donc 2-3 passes qui vont être, que vous souhaitez, qui vont être difficiles à obtenir, et 7 ou 8 LAS qui sera accessible. D'accord? Ça, c'est bien comme répartition des vœux parce que ça permet vraiment d'être sûr d'avoir un choix, quoi. À un moment donné, vous aurez une proposition, c'est sûr et certain. Sûr et certain. D'accord? Voilà. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, et c'est que c'est pas évident. Donc, les étudiants qui ont plus de 15, en général, ils mènent les 2-3 premières passes et c'est bon. Voilà. Mais il vaut mieux prendre plein de passes qui vous intéressent et puis vous êtes tranquille, hein. D'accord? Voilà.
Ensuite, il faut choisir des LAS qui soient cohérentes. Donc ça, alors quand je parle de LAS, on parlera des mineurs après, hein. L'erreur classique, c'est choisir une LAS facile, d'accord? Il y a beaucoup d'étudiants, j'ai beaucoup de retours quand même sur plein de trucs comme ça, sur plein de types de filières de mineurs. N'hésitez pas à échanger d'ailleurs dans les différents groupes, hein. Mais concrètement, il y a des étudiants qui me disent, bah voilà, j'ai fait l'AS droit, bah c'était facile. Et il y a d'autres étudiants, ils sont dans l'autre bout de la France, et j'ai fait l'AS droit, c'était trop dur. En fait, ça dépend vraiment du secteur, ça dépend ce qu'on vous demande. Donc, si vous voulez avoir des retours d'étudiants, n'hésitez pas à demander en différents groupes dans les différents secteurs, comme ça vous avez un retour d'étudiants. Donc je ne peux pas vous dire précisément si tel as ou tel as c'est facile, parce que ça va dépendre de l'université, de la charge de travail. Mais concrètement, si vous avez eu des retours d'expérience sur le fait qu'il y a une LAS qui est plus facile d'accès, ne faites pas cette erreur de la faire parce qu'elle est facile, d'accord? Prenez uniquement une LAS parce qu'elle est cohérente avec votre projet, d'accord? Si vous faites une LAS droit parce qu'elle est facile, alors que vous n'avez aucun lien avec le droit, et d'ailleurs ça va vous embêter d'apprendre du droit, faites pas, franchement faites pas, ça va vous dépiter, et en plus c'est pas très cohérent par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Vous voulez m'éviter. Je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, si vous faites médecine, c'est bien de prendre maths, physique, chimie, psycho, info, etc. Pharma, chimie, biochimie, physique, maths. La recherche, c'est faire plus de la recherche, maths, data, physique, santé publique, éco, stats, etc. Évitez, si vous pouvez. Je vous conseillerais vraiment d'éviter la LAS sciences de la vie. D'accord? Je sais que vous êtes très nombreux à mettre ça et à choisir ça chaque année. C'est la LAS qui est le plus demandée. Okay, sciences de la vie, parce que c'est facile. Tout le monde l'a. C'est-à-dire, concrètement, vous êtes en reconversion. Vous avez le plus mauvais des dossiers. Okay, vous faites n'importe quoi. La science de la vie, vous êtes quasiment certain d'avoir une place, d'accord? Voilà. Mais c'est pas forcément la bonne option. La science de la vie, c'est nul, d'accord? J'ai dit en vidéo, c'est nul. Il faut vraiment pas faire ça. Vous êtes des clones après derrière et ce sera pas très cohérent par rapport à la suite de votre projet. Voilà. Ensuite, au niveau de la répartition géographique, il faut un peu réfléchir à ne pas toujours mettre au même endroit. Si vous avez une université qui propose 40 LAS ou 40 passes ou je ne sais pas quoi, ne mettez pas tout dans la même université, d'accord? Mettez éventuellement 60 à 70% dans le même secteur. Secteur, ça ne veut pas dire universitaire, d'accord? Si vous avez 2-3 universités qui sont proches, bah, mettez 2-3 LAS par là, 2-3 passes par là, 2-3 passes par là, voilà, diversifier. Et vous pouvez essayer d'aller dans des facs un peu moins demandées, d'accord? Un peu paumées comme ça, vous paumez quelques passes, quelques LAS. Voilà. Et mettez pas uniquement des facs prestigieuses, sauf si vous avez plus de 15 de moyenne. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez tenter l'affaire. Mais sinon, voilà, je conseille vraiment de répartir la zone géographique aussi. Il faut anticiper la charge de travail, bien entendu. Est-ce que tu peux gérer 2 licences en même temps? Alors c'est souvent la question qu'on me pose très souvent à la rentrée. Franchement, NT, j'y arrive pas. Il y a la mineure, il y a la majeure en même temps. C'est la galère. J'arrive pas à faire les deux. Voilà, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'ils ont un petit peu, pour certaines universités, pas pour toutes, ils ont réaménagé aussi. Il y a une partie, des fois, vous faites que le premier semestre, et c'est vraiment uniquement la santé, puis le reste, c'est la mineure, enfin la majeure, du coup, autre que santé. Voilà, ils ont fait ça pour pas mal d'universités, mais il y a encore des universités où il y avait les deux en même temps, et la charge de travail est compliquée. Donc informez-vous sur les maquettes qui sont proposées dans l'université pour savoir comment est structuré les années. Je ne parle pas que de la première, mais aussi des années de formation. Si vous avez pris une LAS qui est extrêmement théorique, très scientifique, avec une passe, c'est pas une bonne idée. Exemple, vous prenez une LAS physique ou une LAS SVT, bah, par exemple SVT, ça fonctionne bien, et vous prenez une passe. En fait, beaucoup d'étudiants pensent qu'ils vont avoir des cours en doublon. C'est pas une bonne idée, c'est parce que c'est pas du tout ça. Vous prenez une LAS SVT, par exemple, vous allez avoir les 3 quarts, c'est de la géologie, et le reste, bah, la passe, ce sera la santé. Du coup, vous allez avoir des cours en doublon, enfin pas en doublon, mais du coup des cours en plus à apprendre. Compliqué ça. Ouais. Compliqué avec ça. Les LAS très théoriques, non scientifiques, plus une passe, ça c'est pas mal. Par exemple, une LAS droit avec la passe, ça fonctionne bien, c'est assez gérable. Quand vous avez des matières qui sont pas scientifiques, qui sont différentes en termes d'apprentissage, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est facile à gérer, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc ça c'est une bonne idée. Faut pas hésiter à faire ça. Par exemple, prenez une LAS psycho qui est liée à la santé. Psycho, c'est pas pareil, hein, l'apprentissage, c'est pas quelque chose où on vous bourre les choses dans la tête. C'est plus de la compréhension, et puis vous aménagez ça, et vous apprenez facilement. Okay, ou alors, si vous êtes bon dans les matières scientifiques, par exemple maths, physique, plus la passe, là c'est le summum, c'est-à-dire c'est top, 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 parce que si vous maîtrisez les maths et la physique, pour vous, vous n'aurez pas à apprendre, mais juste à appliquer, et après vous avez juste à apprendre les cours de passe. Donc c'est hyper puissant. Donc les étudiants, pour la majorité des étudiants que j'ai accompagnés sur cette thématique, on fait une LAS maths, physique, et ensuite on fait des passes, c'est ceux qui ont plus réussi. Voilà. Donc je vous conseillerais de faire ça si c'est possible. Alors on pose la question par rapport au LSPS. La LSPS, c'est un peu une voie unique, ça veut dire qu'on chante LAS et passe, d'accord? Par exemple, la LSPS à Strasbourg, ou même il y a qui est proposé aussi à Paris, par exemple, c'est une voie unique, d'accord? C'est un peu ce système qui est pas mal. Ça, si vous pouvez faire la LSPS, c'est top. Parce que la SPS, elle n'a pas les mêmes critères entre la CPAS. Alors, vous la considérez comme une passe, d'accord? Mais une passe plus. C'est-à-dire qu'en gros, une passe où vous êtes mieux encadré, mieux orienté vers votre métier derrière, d'accord? C'est plus stratégique en termes d'UE, vous allez voir. Donc, si vous pouvez faire une LSPS, si c'est proposé, faites-en une, vraiment. Les retours que j'ai pu avoir d'étudiants sur les LSPS, top, top. Énormément d'étudiants ont réussi en LSPS, donc vraiment faites-le, d'accord? Si vous pouvez, faites-le. Je vous conseille. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée, ça peut être pas mal d'ailleurs. On fera peut-être une vidéo dédiée. Alors, je vais vous parler un peu des petites erreurs à éviter.
Absolument, d'accord. Donc faire ses vœux au hasard, j'ai déjà dit. Mettre uniquement des pas très demandées, choisir une LAS facile sans réfléchir, prendre une LAS SVT, je vous l'ai déjà dit, sous-estimer la charge de travail, ne pas équilibrer géographiquement ses vœux, négliger le projet motivé à l'aide de motivation, attendre à la dernière minute. Ah oui, c'est très important. N'attendez pas à la dernière minute. Le 12 mars, certes, c'est terminé, mais je vous conseillerais de finir votre dossier 2-3 jours avant, d'accord? Parce que le jour même et la veille, vous verrez, le site il va être saturé, ça va bugger et vous n'arrivez pas à mettre les éléments. Parce que tout le monde se connecte au même moment. Donc faites-le vraiment 2-3 jours avant, vous êtes sûr et certain d'être tranquille. Concrètement, c'est le jeudi 12 mars. Bah, le dimanche, du coup 8 mars, vous finissez ça, ok? Vous êtes tranquille comme ça. Pensez que les notes, ça va suffire. Euh, Même si vous avez 15 ou 16 de moyenne, si vous mettez n'importe quoi derrière, c'est mort, hein, donc faites bien gaffe à ça. Et ne pas anticiper la rentrée PASSLAS, donc ça veut dire anticiper, certes, Parcoursup, mais anticiper la charge de travail qui va arriver derrière, donc combler ces lacunes, on verra après que c'est important. Et il faut prévoir des plans B, d'accord? Si vous n'avez pas la passe que vous désirez, est-ce que la LAS, ça vous conviendrait? Oui ou non? Voilà, réfléchissez à tout ça. Vous avez environ 6 semaines pour bien penser à tout ça, c'est important. Et alors, je l'ai vu, hein, des étudiants qui copient les stratégies d'autres étudiants parce que ça a fonctionné pour eux, mais c'est pas pareil. Hein. Vraiment, évitez de copier entre vous, ça sert à rien. Vous êtes unique, donc faites en sorte de travailler pour vous-même. Je vous ai mis quelques erreurs aussi à éviter sur les mineurs, parce que les choix de mineurs, c'est un truc très compliqué. Ok, on fait passe, on sait qu'on va faire passe, mais quel mineur on met derrière, d'accord? Alors, ne prenez pas mineur parce qu'on va donner un taux de réussite important, intéressant. Chez Clark, vous êtes très nombreux à prendre ça. À chaque fois, vous me dites, hein, en septembre, ouais, j'ai pris ça parce que le taux de réussite est très, très élevé. D'accord. Donc, par stratégie, quoi. Mais si j'échoue, je veux surtout pas aller en LAS 2 droit, par exemple. Okay. Donc, c'est pas une bonne idée, okay, de prendre uniquement le taux de réussite. Pensez qu'il y aura moins de cours, moins de travail. Euh, En fait, partez du concept que vous allez avoir une charge de travail énorme, quelles que soient les filières, faites ça uniquement par rapport à votre propre projet, d'accord? N'hésitez pas à avoir des cours en doublon, j'ai déjà dit. Pensez que ce sera facile, d'accord? Sans lien avec votre projet professionnel, ne prenez pas des mineurs parce que ça n'a aucun lien, d'accord? S'engager dans un parcours qui est trop généraliste, comme la SVT. Sous-estimer la charge de travail cumulée, voilà. Choisir le mineur uniquement parce qu'on te l'a conseillé, ok, d'éviter de faire ça. Ne pas réfléchir au débouché. Si jamais vous êtes en total échec sur la première année, est-ce que vous voulez persister dans ce métier-là, dans ces métiers de santé, ou alors vous voulez faire des métiers qui sont autres que santé, mais proches de la santé? Il y a plein de métiers qui existent. Hein. Et puis comparer une licence à un diplôme d'ingénieur ou un master sans comprendre la logique derrière. Parce que effectivement, je vous engagerai par la suite, hein, je vous expliquerai comment faire, mais c'est intéressant quand vous faites un métier de santé de toujours faire un double cursus. Toujours le faire, d'accord? Toujours penser à ça. Alors je vais quand même donner quelques éléments. Par exemple, si vous faites une mineure scientifique, par exemple chimie, physique, chimie, santé, etc., la santé, c'est intéressant pour pharma, par exemple. Okay, si vous faites des maths, des biostats, c'est intéressant pour médecine, pharma. Médecine, biostatisticien, etc., pharma, pareil, c'est très intéressant. Sciences ingénieurs, biotech, pharma, médecine, kiné, c'est intéressant pour faire des recherches, notamment. SVT, biologie, géologie, toutes les filières. STAPS, biomécanique, ça c'est kiné ergo, clairement, ou médecine même, si vous voulez. Sciences cognitives, IA, donc ça c'est pour toutes les filières de santé. Alors, de toute façon, l'intelligence artificielle, vous verrez, ça c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent dans les prochaines années. Hein. Informatique, électronique, toutes les filières de santé, on parle de la robotisation, notamment en médecine. Sciences sanitaires et sociales, c'est bien pour dentaire, sage-femme par exemple. Voilà, ça c'est pour les mineurs scientifiques. Pour tout ce qui est non scientifique, le droit, ça peut être intéressant pour la pharma, comment on appelle ça, les droits réglementaires en pharmacie. Médecine, droit de la médecine. Psychologie, donc ça c'est intéressant pour la médecine, sage-femme, kiné, donc c'est important. Je trouve que c'est une bonne mineure la psychologie, d'accord, c'est pas mal. Philosophie, alors ça marche pour tout, et ça c'est pas pertinent. Moi je déconseillerais de faire philo, voilà, c'est pas très utile. C'est compliqué. Éco-gestion, c'est intéressant pour pharma si vous voulez faire pharmacie d'officine par exemple, mais pas très pertinent pour le reste, ou alors si vous voulez travailler en libéral. Voilà. Histoire, géopolitique, lettres, ça peut être intéressant, mais c'est pas quelque chose qui est très pertinent. Je trouve que c'est compliqué de percer quand on veut faire médecine, l'histoire de la médecine, l'histoire de la pharmacie. Donc c'est de la recherche, mais un peu plus littéraire. C'est compliqué. Voilà. Sociologie, SSH, toutes les filières de santé. Alors c'est intéressant pour les études, notamment. Alors médecine et pharma, ce sera pas mal si vous faites des études par exemple de sociologie. Mais bon, ça reste quand même compliqué, un secteur qui est un peu comme ça, bancal, année après année, donc pas forcément une bonne idée. Les langues étrangères, alors c'est bien, ça marche pour tout, mais c'est pas très discriminant, pas très pertinent, donc je vous déconseille de le faire. Prenez plutôt des UE, langue étrangère, quand vous êtes en deuxième année. Voilà. Sciences d'éducation, alors sciences d'éducation c'est pour faire CAPES notamment, ça, bon, si vous pouvez, éviter. Donc évitez, parce que c'est pas très pertinent de vouloir, vous faites toutes ces études-là pour faire quoi? Pour faire prof en terminale? Pas très pertinent, voilà, ça vaut pas le coup. Hein. Et vous pouvez pas, avec sciences d'éducation, faire prof à la fac. Hein. Prof à la fac, il faut passer maintenant maître de conférence et tout, donc c'est deux concours à chaque fois successifs, c'est compliqué. Et si vous vous trompez de mineur, vous avez plusieurs possibilités. Alors soit vous réussissez, et dans ce cas-là, parfait, vous êtes en filière MOPK, ou vous en foutez complètement de votre mineur. Si vous avez un échec, dans ce cas-là, mais vous avez la moyenne, vous avez en deuxième année de LAS, et pour la majorité d'entre vous, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je fais? J'ai choisi une mauvaise mineure. Est-ce que je persiste dans cette mineure pour retenter médecine, ou est-ce que je me réoriente tout de suite? Donc ça, c'est une grosse question qui va arriver bientôt là, parce que là, les étudiants qui ont déjà fait leur premier semestre,
commence déjà à me solliciter pour me dire là, je le sens pas, mon classement il est pas bon, est-ce que je me réoriente tout de suite ou pas? Voilà, ça va être la période là, clairement. Je suis en échec et j'ai pas la moyenne, est-ce que je me réoriente en L1 sans option santé? Ça, c'est aussi une question qui va se poser. Pour une majorité d'entre vous, faites ça. Pour ceux qui n'ont pas la moyenne, qui n'ont pas échec, vous réorientez en L1 sans option santé. Alors, avec deux optiques, soit refaire une L2 LAS, on va dire, par la suite. Donc, la deuxième année, une fois que vous avez validé la première L1, qui n'est pas santé, vous pouvez faire une LAS 2 du coup. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous perdez une année, quoi. Donc, juste pour vous donner un peu quelques infos, il y a plus de la moitié des étudiants qui regrettent leur choix de mineur. D'accord. Souvent, c'est un retour que j'ai au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est waouh, NT, je me suis trompé. Je pensais que en prenant cette mineure, la charge de travail serait plus faible. Je pensais que ce serait plus accessible, mais en fait, c'est tout l'inverse. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et pas faire n'importe quoi. D'accord. Est-ce que tu penses d'un mineur IFSI? Ça, c'est super intéressant. Donc là, ça peut être pas bien pour la partie médecine, clairement. IFSI, donc c'est pour l'infirmière. C'est bien parce que si jamais vous échouez, vous pouvez toujours faire du paramédical derrière, donc infirmière. Donc très bonne idée, ça, très très bonne idée. Ouais. La mineure sciences de la vie, pourquoi il faut l'éviter? Parce qu'en fait, déjà, c'est on va dire, c'est la mineure la plus généraliste possible. C'est la plus offerte dans Parcoursup, d'accord? Donc tout le monde qui veut faire ça aura sa place sur sciences de la vie, ça c'est évident. Et en fait, le problème, c'est que vous allez tous être des clones. C'est ça le problème, le vrai problème. C'est en fait, c'est trop généraliste. Il n'y a aucune spécialité qui se fait sur les 5 ans à venir. En gros, vous allez faire une licence sciences de la vie, elle apporte pas grand-chose. Ensuite, vous allez faire un master sciences de la vie, qui apporte pas grand-chose. Pour faire quoi derrière? Normalement, c'est pour faire une école doctorale. Une école doctorale pour faire recherche, enseignant-chercheur, c'est le but du jeu. Sauf que, à cette période-là, sur le master-là, vous êtes en concurrence directe avec les autres métiers, enfin les autres professions, comme par exemple pharmacien. Les pharmaciens qui ont fait un master biotechnologie et ils sont pharmaciens, ils vont faire une école doctorale en parallèle, ils sont prioritaires, direct. Okay, c'est pour ça que si vous faites sciences de la vie, immédiatement dès la deuxième année, vous spécialisez, vous changez de filière. Au lieu de faire licence en sciences de la vie, vous faites sciences de biotechnologie, par exemple. Et après, vous faites un master en biotechnologie. Voilà. Mais pareil, une fois qu'on a fait un master en biotechnologie, alors qu'on a la base de sciences de la vie, un étudiant qui a direct fait le parcours biotechnologie ou même pharma plus biotechnologie sera pris en avant. Donc une école doctorale sera très compliquée, sachant que le nombre d'admis est très très faible, de plus en plus faible année après année. Donc on a de moins en moins de doctorants. Voilà. C'est juste pour vous dire que c'est compliqué ce secteur-là. Voilà. Voilà, à peu près pourquoi il faut éviter ça. Maintenant, si jamais vous le prenez et puis vous n'avez pas le choix, le conseil que je vous donnerais, c'est de faire plein d'UE supplémentaires et d'essayer de créer, vous pouvez le faire, un double cursus immédiat. Donc faire un double master en parallèle. Mais c'est plus facile avec pharma et médecine ou autre parce que justement c'est inclus dans le cursus. Dans pharma, on a du temps, le jeudi après-midi par exemple, pour faire des UE de master, okay, ce qui n'est pas proposé dans les autres filières classiques universitaires. Voilà un peu la différence. Voilà. Vous avez mis quelques exemples de métiers d'avenir. Vous allez me dire dans le chat justement s'il y a des métiers par rapport à ce que je vais citer qui vous font un peu dire ça peut être intéressant ou que vous ne connaissez pas. Comme ça, j'ai détail. La télémédecine, ça vous dit quelque chose ça? La télémédecine, donc en gros, concrètement, c'est pouvoir faire des consultations à distance, d'accord? Alors maintenant, il existe de plusieurs types, hein. On a les visios comme je fais là, mais on peut bien sûr avoir des cabines de téléconsultation. Voilà. C'est de plus en plus mis en avant et ce sera disponible bientôt dans toutes les pharmacies de France, hein, c'est un peu le but du jeu, pour gagner du temps sur les temps de trajet, les consultations, etc. Alors, ça, c'est un truc qui va vraiment être en grande progression. Data analyst en santé, ça, c'est des données statistiques, donc il faut faire des maths. Hein. Pharmacien clinicien, c'est un pharmacien on va dire hospitalier, qui va avoir une partie clinique, d'accord? Donc c'est très très intéressant. Par exemple, un pharmacien biologiste pourrait tout à fait faire ça. Voilà. Donc ça, c'est des métiers qui évoluent. Okay, le métier de pharmacien évolue très c'est intéressant. Infirmier en pratique avancée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, on est en pénurie de médecins. Hein. Donc faut gagner du temps, faut pouvoir aller un peu plus vite. Donc on va former des métiers infirmiers qui pour l'instant est assez classique. On va les faire upgrader à un niveau de master et plus si besoin, pour qu'en gros ils deviennent presque des médecins. D'accord? C'est un peu le but du jeu. Donc infirmier en pratique avancée. Un nouveau système qui existe pour pouvoir valoriser le métier d'infirmier. Voilà. On a conseiller en santé numérique, hein, ça c'est des trucs qui existent aussi, c'est un nouveau métier un peu bizarre, ingénieur en IA médical. Donc exemple, vous êtes en médecine et en deuxième année vous décidez de faire une licence du coup IA médicale, maintenant elle existe comme ça, et après vous faites un master en IA médical, vous allez faire l'internat. Et vous allez faire par exemple de la robotique ou de l'IA médicale avec votre master, et du coup ça vous amènera en fait à créer votre métier, votre futur métier. C'est comme ça que maintenant on forme les médecins, on leur forme la structure de base du médecin, et ensuite ce qui se passe autour, d'accord? Donc là, souvent, les médecins ont un statut d'ingénieur. Moi j'ai un statut d'ingénieur, moi je suis ingénieur agronome, vous voyez, c'est rien à voir. Pharmacien, agronome, ouais, parce que j'ai fait un master avec une école d'ingénieur agronome. Vous avez vu, c'est très bizarre, mais tout à fait possible. Voilà. Et c'est très important de diversifier un peu ces profils-là pour dire, bah tiens, lui il a fait ça, c'est bizarre les pharmaciens, et aussi l'agronome, bah oui, je fais la production des plantes médicinales. Okay, vous comprenez le concept? Plus vous avez un profil différencié, plus on a un impact fort derrière. Biostatisticien en santé publique, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé parce qu'on a besoin de statistiques et on a peu de personnes qui travaillent là-dessus, donc on aimerait bien travailler là-dessus. Développeur d'applications en santé mobile, alors vous voyez que les applications mobiles, ça se développe comme des champignons,
il y en a très peu qui persistent dans le temps, mais vous voyez que c'est très important. Exemple, Doctolib, que vous connaissez certainement, et ça fait partie d'un des exemples de santé, d'applications en santé qui persistent et qui maintenant est démocratisé dans quasiment toute l'Europe, même plus maintenant. Vous voyez comme quoi on peut faire plein de choses. Analyse des données de pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est lorsque par exemple vous prenez un médicament et qu'il y a un effet indésirable derrière, vous allez faire une déclaration de pharmacovigilance. Et vous avez du coup un pharmacien derrière qui va faire cette déclaration. Okay, voilà. Ça, c'est un peu des métiers qui existent et on a plein de métiers comme ça que vous connaissez peut-être pas. Je vous ai mis d'autres. Hein. Expert en santé prédictive. Santé prédictive, donc ça, c'est l'avenir. Concrètement, en ce moment, on est en train de transformer tous les hôpitaux qui soignent en hôpitaux de prévention. En gros, on va prévenir et prédire la maladie. D'accord, c'est le but du jeu. Donc ça, si vous voulez faire ça, vous êtes donc la médecine préventive, c'est l'avenir. Analyse des données de médecine personnalisée. Donc la médecine personnalisée, c'est aussi un truc très intéressant parce que vous avez une pathologie qui ressemble à une autre pathologie, mais on va vous donner un traitement précis, un traitement personnalisé. Donc on va créer le médicament à l'hôpital rien que pour vous. C'est super intéressant. Ça, c'est les pharmaciens qui font, mais c'est le médecin qui va ordonner comment on va mettre en place la stratégie. Donc il y a plein de trucs comme ça. Développeur de simulateurs de chirurgie assistée par ordinateur. Donc ça, trop stylé. Par exemple, moi j'avais fait à Nancy, il y avait chirurgie cardiaque. Du coup, des simulateurs entiers pour faire de la chirurgie cardiaque, c'est trop stylé. Et ça, vous allez voir, c'est un truc qui va se mettre en place de plus en plus année après année. Et les étudiants en deuxième année de médecine, dans une majorité des universités, ont accès à ces simulateurs-là. Donc on vous forme vraiment de plus en plus tôt à l'aspect des simulateurs. D'accord, voilà, c'est trop stylé. Vraiment, si vous avez l'opportunité de tester pour tester, c'est kiffant. C'est compliqué, hein, mais c'est kiffant. Expert en apprentissage automatique pour l'imagerie médicale. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a maintenant l'imagerie médicale, donc par exemple, on va prendre une radio, un radiologue, normalement c'est lui qui va lire, qui va étudier l'image et qui va donner un diagnostic derrière. Maintenant avec l'IA, il est capable automatiquement de détecter ce que le radiologue ne peut pas voir, d'accord? Il peut pas voir, il y a des trucs qu'il voit pas. L'IA va lui dire, il va préciser avec une imagerie plus précise ou autre, et puis du coup il va donner un diagnostic. Donc en fait il va être expert associé à l'IA, c'est un peu l'idée. Ensuite on a analyse de données en recherche clinique par exemple. Voilà, donc recherche clinique, on peut faire ça en médecine, en pharma par exemple. Expert en cybersécurité de santé, vous voyez, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la santé en soi, mais du coup, il faut faire travailler là-dedans, ça marche aussi. Consultant en diagnostic médical assisté par ordinateur, ça c'est les nouveaux métiers. Hein. Chercheur en robotique chirurgicale, donc ça c'est un truc qui se met en master spécialisé aussi, en parallèle de vos études. Expert en réalité augmentée chirurgicale, ça c'est un truc qui est hyper en vogue aussi. Vous voyez, bon, je vous ai mis quelques exemples, il y en a tellement, hein, il y en a tellement. Et si vous avez des questions déjà là-dessus, c'est important parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Je ne sais pas si vous avez une idée claire sur les métiers que vous voulez faire plus tard, mais vous voyez qu'en fait, on est bloqué. Quand on est en terminale, moi perso, je pensais qu'avec eux, on fait médecin, pharmacien, dentiste ou sage-femme, mais en fait, quand on fait une filière, on en a 1 million. Par pharmacien, moi je savais pas que quand on faisait des études de pharmacie, on peut faire pharmacie de ville. Puis ensuite, on peut faire soit pharmacie industrielle, ou même de la pharmacie recherche, ou même la pharmacie à l'internat, à l'hôpital. Je savais pas qu'on peut faire ça, on m'a jamais expliqué, moi. Ouais. Et concrètement, c'est juste pour vous dire qu'il existe une multitude de possibilités, d'opportunités, pour faire plein de métiers différents. Et il faut juste l'anticiper. C'est pour ça que sur Parcoursup, il va falloir faire quelques petites recherches, okay, pas juste médecine. Okay. Des questions pour l'instant? Alors, pour Parcoursup, je vous propose, comme chaque année, je vais me donner à fond. Okay, on va faire des lives réguliers. Donc, je vais échanger avec vous sur vos différents projets. D'accord, c'est un peu le but du jeu. Ça, c'est tout le premier live. Hein. Donc là, on est sur un live d'introduction. Puis je ferai un live dans quelques semaines pour aller plus dans la précision. Je vais faire des vidéos YouTube aussi. À travers une série de vidéos tutos, je pense que ça peut toujours être utile, même si j'ai là la playlist qui est quand même pas mal complète, je vais la compléter. Et je vais vous donner quelques ressources qui peuvent être utiles, d'accord. Au fur et à mesure des échanges ou des newsletters, je vous mettrai des ressources utiles, d'accord. Voilà. Alors pour cela, je vous propose 4 ateliers. J'ai besoin de préciser que c'est gratuit. Bon, je dis, les 4 ateliers sont bien sûr gratuits. Voilà, c'est gratuit, forcément. Pour moi, l'orientation, c'est important que ça soit gratuit. Hein. Okay, donc, je propose 4 ateliers. Donc, ce sera la semaine du lundi 23 février au jeudi 26 février. Ce sera toujours le soir de 20h30 à 21h30. En gros, c'est 1 heure. Ok. Le premier atelier, on va parler d'orientation PASSLAS. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir clarifier votre projet. D'accord. Le deuxième atelier, on parlera de la stratégie des vœux Parcoursup, donc par rapport à votre situation. Le troisième atelier, on fera le projet motivé ensemble, c'est-à-dire en gros, on va faire tout ce qui est dossier Parcoursup à l'intérieur qui va être utile. Et l'atelier 4, on fera la lettre de motivation Parcoursup, d'accord, avec des méthodes concrètes, des heures à éviter, etc. Et en fait, pour pouvoir faire cet atelier-là, il faut simplement, je vous enverrai les éléments, mais en gros, il faudra s'inscrire et m'envoyer des éléments, en gros, vos propres éléments, en gros, vos propres lettres de motivation, vos propres projets, votre propre parcours, etc. Il faudra répondre à des questions, puis vous pouvez participer aux ateliers sans problème, on échangera sur vos projets, c'est un atelier, c'est vous, on travaille ensemble, ok, c'est pas un live où je parle tout seul, on travaille ensemble, d'accord, en petit comité, ok, c'est le but du jeu. Ça vous convient, ça, comme concept? Voilà, c'est pour vous aider, j'essaie de vous mettre un max d'éléments, et bien entendu, tous ces ateliers-là, par la suite, sont également disponibles sur la plateforme en ligne, je vous expliquerai ça après, pour que vous puissiez le revoir en replay s'il y a besoin. Ok? Ça vous convient, ça? Ok. C'est pas mal, je pense, ça peut être pas mal. Je me suis dit que ce serait une bonne idée pour cette année de faire ça. Alors, il y a 5 clés pour réussir en PASSLAS, très important que je vous explique ça. Là, on va travailler la première clé, en fait, ensemble, qui est Parcoursup.
Le premier, c'est d'avoir un objectif clair. Est-ce qu'on veut faire médecine pharma? C'est très important. D'accord? Donc là, c'est la première clé. On va travailler ça ensemble. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'accord? Ensuite, tout de suite après, je vous conseillerais d'anticiper le plus vite possible. Ça ne veut pas dire travailler tout de suite. J'ai reçu beaucoup de messages et où les étudiants, enfin tous les parents, les mamans, sont très, je ne sais pas s'il y a des mamans avec moi là, mais souvent des mamans très stressées parce que peur d'aller trop vite. Là, c'est des étapes, il ne faut pas aller trop vite. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est bien travailler pour le bac. D'accord? Vraiment que les étudiants travaillent à fond pour le bac. De telle manière à ce que, certes, ils aient des bonnes notes au bac, mais en plus, ils puissent garder en tête toutes les matières utiles pour la passe là. C'est ça qui est important. C'est pour ça que dans le point 2, je parle de combler les lacunes en matière de type physique, chimie, maths. SVT, c'est pas grave. Mais physique, chimie, maths, c'est très important que vous maîtrisez ça avant l'été si possible. Okay. Ensuite, trouver sa méthode, ça ne veut pas dire trouver une méthode de passe-classe tout de suite, c'est commencer des choses qui vont être utiles pour le bac. En gros, moi, ce que j'avais fait au bac, comme tout le monde, hein, c'est de réviser la semaine d'avant. C'est pas compliqué, il y a quoi? Il y a quelques feuilles à apprendre pour le bac, c'est facile. Mais là, en passe-classe, vous avez des centaines de feuilles à apprendre, et c'est chaque semaine. Chaque semaine, c'est pas pareil. Et du coup, il faut anticiper ça sur plusieurs mois. Et donc, en fait, si on arrive à un petit peu anticiper en travaillant non pas une semaine avant en terminale, mais travailler plusieurs mois, genre là vous êtes par exemple au mois d'avril, ce serait idéal. Quoi. Au mois d'avril, vous commencez à travailler plus régulièrement pour le bac. Dans ce cas-là, vous commencez à avoir une méthode qui va petit à petit s'adapter pour la passer sans que ce soit à gravir un bâtiment entier. Okay, c'est pour ça qu'il faut trouver sa méthode le plus vite possible. Idéalement, il faut trouver sa méthode au mois de septembre, avant le mois de septembre, d'accord. Mais si vous pouvez travailler et le faire juste après le bac, pendant tout l'été, c'est nickel. Quoi. Ensuite, on a s'entraîner sur les QCM. C'est très important, c'est un des piliers importants. Pourquoi? Parce que les étudiants, souvent, ils attendent les dernières semaines pour faire les QCM, alors qu'en fait, il faut les démarrer. En fait, il faut quasiment démarrer par ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout de suite faire que les QCM, mais en gros, il faut tout de suite, une fois qu'on apprend son cours, on fait des petits QCM d'apprentissage pour voir si on arrive à faire le pont logique entre le cours et les QCM. C'est une stratégie QCM, hein, puisque le concours, c'est quoi? C'est les QCM. Il faut absolument avoir ça en tête. C'est pas comme au bac, on vous demande d'écrire, de faire une réflexion. Ça n'a rien à voir. On vous demande des robots de QCM. Vous devez être des robots QCM. Okay, c'est le but du jeu. Donc s'entraîner avec QCM, c'est très important. Plusieurs mois à l'avance, on commence à comprendre comment ça marche. Et puis intensifier ça dans les semaines qui arrivent, c'est-à-dire au mois de septembre, puis octobre, mi-novembre, on est à fond dans les QCM et on bombarde le game au mois de décembre quand on a le concours. Voilà. Et dernier point, il ne faut pas rester seul. Alors quand je dis rester seul, ne pas rester seul, c'est ne pas rester seul dans son coin. Aller au tutorat, c'est important. Faites le tutorat. C'est quel que soit les tutorats, faites le tutorat. Que vous y allez ou pas, au moins c'est pas grave. Le tutorat vous donne des éléments, vous donne des cols, vous donne des fiches. Donc tout ça, ça permet de vous aider, d'accord? Donc c'est important de les avoir en tête. Et ensuite, si par contre vous bloquez sur certaines matières, je pense à la physique, les maths ou la chimie, là, il ne faut pas hésiter à prendre des cours individuels avec un prof ou autre, mais il faut se faire accompagner, il ne faut pas bloquer sur des matières. Souvent, moi, vous savez, je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, mais genre mi-novembre, c'est le pic d'appels de dingue. Je reçois des dizaines d'appels chaque jour au mois de novembre pour me dire je comprends rien en biophysique, je comprends rien en biostat, est-ce que tu peux m'aider? Mais c'est trop tard à ce moment-là. C'est trop tard parce que justement, il fallait un petit peu anticiper ça. Moi, en 2 semaines, je ne peux pas faire des miracles. Je sais que l'étudiant il va échouer. Okay, donc ça ne sert à rien d'accompagner à ce moment-là. Il faut vraiment anticiper le plus vite possible pour pouvoir faire lever les blocages le plus tôt possible. En gros, l'idée, moi, ce que je vous conseillerais de faire vraiment, c'est qu'en gros, l'été, juillet-août, vous bombardez les matières les plus difficiles comme biophysique, chimie et maths. Vous faites ces matières-là. Okay, vous comprenez un peu comment ça marche, vous levez les blocages, accompagnez ou pas, mais en tout cas, vous levez les blocages. Et au mois de septembre, vous n'avez plus qu'à apprendre les cours de par cœur. Et du coup, vous avez juste à continuer à appliquer les matières scientifiques un peu à calcul, sans avoir à comprendre comment ça fonctionne, ni à bloquer là-dessus. Vous savez comment ça marche. Donc c'est pour ça. Donc les étudiants en général qui ont besoin de coaching ou autre, je les accompagne genre juillet-août par exemple sur des cours individuels. On continue bien sûr sur le reste de l'année, mais ils bombardent le game, hein, et ils connaissent tout, hein, ils sont tranquilles, ils sont plus forts que moi. C'est un peu le but, hein, c'est un peu le but. Si vous dépassez le prof, bah, c'est le but. Alors, pour vous accompagner, pour tout ce qui va être Parcoursup et tout, n'hésitez pas à rejoindre Système Academy TV, c'est la plateforme que j'ai créée pour vous, hein. Vous avez le lien en description. Quand vous allez dedans, vous avez un didacticiel à faire. C'est très simple, c'est pour permettre de vous expliquer un peu concrètement comment la plateforme fonctionne. Et derrière, vous avez accès à pas mal de contenu, des éléments pour vous, hein. Tout ça c'est gratuit, je vous répète, hein. Donc vous avez accès à une communauté d'étudiants qu'on met en évidence. Bien sûr, le nouveau groupe WhatsApp, je vous en parlais, d'accord. Toutes les consultations publiques, donc concrètement, lorsque vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, orientation ou autre, vous posez vos questions dans la rubrique consultation. Et à ce moment-là, moi je vais faire des consultations publiques. En général, je fais les mardis et les jeudis quand il y a des pics de questions, et du coup, vous avez accès aux réponses. Voilà. Participez à certains lives, comme on est en train de faire, là, on est en train de faire un live, d'accord. Bien sûr, vous avez accès au replay, donc juste après, par exemple, je vais vous mettre le replay de cette masterclass-là sur la plateforme, et puis également une partie sur YouTube, peut-être tout, on verra. Vous aurez accès, bien sûr, vous avez accès au Coach Manager. Hein. Coach Manager, c'est quoi? C'est des outils qui peuvent vous aider pour votre année de passe-class. Concrètement, vous avez QCM et Flashcards Manager pour vous permettre de créer automatiquement des QCM et des flashcards à partir de propres cours de la fac. Vous uploadez directement sur la plateforme les cours de la fac, ils vous génèrent des QCM pour vous entraîner.
C'est pas top ça? Voilà. Ça fait pas partie des outils. Il y en a plusieurs, mais ça fait partie des outils que j'ai mis en place. Et mais il y a d'autres outils qui vont apparaître. Et de toute façon, s'il y a des nouveautés, je vous le dirai en vidéo, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, je mets en plus de ressources gratuites. Donc notamment, je vous conseillerais de faire le défi des 7 jours d'immersion en Passlass. Alors, je pense que je vais vous reproposer une grosse session communautaire à partir des vacances d'avril. Sur ces vacances d'avril, on va faire le défi des 7 jours. Il y aura à mon avis plusieurs sessions, hein, comme j'ai fait la dernière. Et du coup, on fera toute une semaine de 7 jours d'immersion en Passlass. Voilà, ça je le ferai, mais vous pouvez le faire à tout moment si vous voulez. Là, vous pouvez le faire, hein, vous vous inscrivez, vous pouvez faire des défis de 7 jours. Je sais qu'il n'y en a pas qui le font en ce moment. Et je valide tous les jours les défis, d'accord? Oui, parce que derrière, il y a quand même quelqu'un qui valide les défis. C'est un défi. Ça veut dire que concrètement, vous avez un cours, je vous donne un cours, il y a une vidéo, il y a des contenus, il y a des fiches, il y a des exercices, il y a des QCM. Et après, derrière, eh ben, vous avez un défi à faire. Par exemple, dessiner une cellule, ou réciter des choses, ou vous filmer, ou autre. C'est des défis qui sont pas forcément évidents. Je vous demande un travail, et c'est le but du jeu. Parce que si moi je me fais l'effort, vous devez faire l'effort. Une fois que vous avez fait ce défi-là, bah moi je le valide à la main. Personnellement, tous les jours, je passe mon temps à valider les défis. D'accord? Ça me permet de voir votre progression. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir près, on n'est pas loin de 1000 étudiants hein, qu'on fait le défi jusqu'à Z, de A à Z. Donc c'est quand même pas mal. C'est un défi qui est extrêmement apprécié. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Ça c'est pour vous dire que vous pouvez accéder à cette plateforme-là et vous donner un peu quelques pistes. Ensuite, donc, le nouveau groupe WhatsApp qui remplace le groupe Discord. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc sur le groupe Discord, il y avait plus de 5000 étudiants, mais ça faisait un an et demi qu'il était un peu mort. Du coup, je me suis dit qu'il va falloir que je recrée un nouveau groupe, donc je décide de créer un nouveau groupe WhatsApp. Voilà, pour tous les étudiants qui sont en terminale, en conversion ou en Passlass. L'idée, c'est que vous puissiez échanger entre vous pour rester motivé, recevoir des informations, participer à des votes et accéder à des ressources qu'on va pouvoir partager au sein de la communauté. Dans ce groupe WhatsApp, je vous ai aussi mis, je vous remettrai au fur et à mesure du temps, le drive de la Team Elite, où il y avait pas mal de contenu. Je vais en rajouter, et dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, je vais rendre ce groupe beaucoup plus puissant. Je vais faire pas mal de canaux, je vais faire pas mal d'échanges, de discussions, par les stratégies, je vais vous poser des questions. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse interagir, vous puissiez vous être aidé dans un endroit communautaire. Voilà. Okay. Voilà. Je pense que ça peut toujours être intéressant. Voilà. Ça va jusque-là? Voilà. Alors, si vous avez besoin d'aller plus loin, juste pour vous dire, de manière très simple, je vous dis, faites-vous accompagner par la team. En tous les cas, en fait, que vous vouliez ou pas, vous serez accompagné par moi, parce que chaque fois, les étudiants regardent les vidéos YouTube. Donc, un conseil que je vous donne, quel que soit ce que vous voulez faire, regardez les vidéos YouTube. Okay, regardez les vidéos YouTube, elles vont toujours vous aider. Alors, les étudiants que j'accompagne en Parcoursup, donc là, je vais vous expliquer, mais là, en moyenne, j'accompagne 25 étudiants sur Parcoursup chaque année. 100% réussissent à être maîtres, à être admis sur les vœux qu'ils désirent. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, si vraiment il y a besoin de booster votre dossier, vous avez vraiment un bug, n'hésitez pas. Alors, ça, c'est très très utile pour les étudiants qui sont en reconversion, aux étudiants qui ont des mauvaises notes en terminale, qui n'ont pas forcément un dossier solide, il va falloir le consolider. D'accord. Là, je pense que ce serait utile de faire appel à moi. Pour le reste, si vous avez au-dessus de 15, ça sert à rien. Vous allez être admis sans problème. Et pour les étudiants qui veulent aller plus loin, qui sont anticipés avec moi, c'est 90% de réussite de base. Pourquoi? Parce que les étudiants qui anticipent 4 à 6 mois à l'avance, ils réfléchissent vraiment à la stratégie QCM, les cours ils connaissent par cœur, la partie calculatoire ils maîtrisent. Voilà. Et donc en général, ils ont juste à continuer à performer avec une méthode qui fonctionne pour eux et ça marche. Voilà. Donc en général, ça bombarde le game. Alors en général, je propose deux accompagnements pour Parcoursup. Donc on a objectif orientation et objectif Parcoursup. Donc concrètement, l'objectif orientation, c'est 2 heures d'échange avec moi en visio pour voir tous les panoramas des métiers de santé, comprendre les différentes missions, perspectives d'évolution, etc. On fera un test s'il y a besoin, pour voir un peu si c'est vraiment fait pour vous, tel ou tel métier. Les différentes voies d'accès du cours d'études de santé. Alors, on peut aussi parler hors du système Passlass, ce qui est tout à fait possible, différentes passerelles, reconversion, tout ça. Faire ses études à l'étranger. Est-ce que vous voulez faire des études à l'étranger? Voilà, il y en a qui me posent beaucoup de questions, j'aimerais éventuellement faire ça. Voilà. Et on fera je mettrai en place un plan d'action concret, on pourra réfléchir comment ça se met en place, c'est très important. Donc ce truc-là, si vous avez un souci sur l'orientation, vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et en parallèle de ça, il faut aussi faire petit Parcoursup. C'est 2 heures d'échange avec moi aussi. Là, c'est pour vous aider à formuler vos vœux, d'accord? Je vous aide également sur les orientations, vos choix d'orientation. Et là, c'est très important, c'est le travail le plus compliqué à chaque fois pour moi, c'est de rechercher tous les mots-clés, les formations master, dans l'équation avec votre projet, vos opportunités de vœux, et pour élaborer vos lettres notamment. Okay, parce que je vous ai expliqué, hein, tout est dit en mots-clés, et donc il faut bien travailler là-dessus. On fera la rédaction, la relecture et la correction de l'ensemble de vos lettres. D'accord, je travaillerai à chaque fois là-dessus. Je passe un temps fou à chaque fois, je passe plusieurs heures à chaque fois pour chaque étudiant à refaire leurs lettres, parce que je ne propose pas une lettre mais plusieurs lettres pour qu'on puisse être sûr. En général, on fait toujours 1 heure d'échange pour comprendre un peu ce qu'il veut, etc. l'étudiant, et on fait 1 heure ensuite à la fin pour vérifier les lettres, la correction, le projet motivé, tout ça on le construit ensemble, quoi. Hein, c'est un peu le but du jeu. Et bien sûr, il y a un suivi qui va se faire jusqu'à la phase d'émission complémentaire. Voilà. En général, je vous conseille toujours de prendre les 2 types d'accompagnement pour que ça soit efficace. Vous voyez, c'est 240 € et 240 €. Okay, oh, mais vous savez, c'est très important. Je le dis à chaque fois dans les vidéos. Moi, en première année, j'ai trouvé personne pour parler de mon projet, tout ça. Et moi, ça m'embête que le prix soit quelque chose de bloquant pour vous. C'est-à-dire que moi, je trouve ça désolant de ne pas pouvoir vous aider
ok, sur l'orientation. Donc c'est pour ça que les ateliers sont gratuits. C'est pour ça que les deux objectifs que je vous proposais vont être gratuits aussi, quasiment, parce que j'ai créé pour vous le pack anticipation PASSLAS. L'idée, c'est de vous forcer à comprendre, ok, qu'il faut anticiper le plus vite possible. Et c'est pour ça que je vous fais une offre comme ça, que je vous ferai plus jamais, hein, pour ceux qui sont à même d'avoir bien compris dans la newsletter le concept d'anticipation. Je propose un pack anticipation par SaaS. En gros, il y a les 12 modules par SaaS que je propose avec les 100 guides de révision, 25 000 QCM, 5 000 flashcards. Tout ça, c'est sur la plateforme WooFlash et conjointe à la plateforme CM Academy TV+. Et vous avez accès, alors je ne l'ai pas précisé, mais vous avez accès à ce que j'appelle le défi bête de concours qui vous permet de créer vos propres QCM et d'accéder au partage communautaire. Donc là, il va y avoir 25 000 QCM générés par les membres. On a aussi les concours blancs nationaux, il y en a une vingtaine. Et 5 000 QCM uniquement piège. Voilà. Donc ça, c'est dans le kit de démarrage. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le pack d'anticipation où là, je vous ai mis le hyper défi et méthode NT. Donc ça, c'est le programme best-seller. Concrètement, s'il y a sur la partie méthode de travail, le seul truc que vous devez prendre sur la patente, c'est la méthode NT, quoi. Généralement, c'est que tu en prennes ça pour le mois d'août. Donc du coup, pour travailler pendant tout un mois sur la méthode de travail. Là, je vous l'ai mis en bonus. Normalement, c'est 300 €, hein, le super défi méthode NT. Là, je vous l'ai mis en bonus. Objectif orientation, bonus offert. Objectif Parcoursup offert. Et nouveau truc, le cercle privé PASSLAS, qui débutera à partir de demain. Je vous expliquerai ça par mail. Pareil, offert, d'accord. Et c'est dans la prolongation de l'offre de Noël, d'accord. Donc en gros, je vous propose ce pack d'anticipation pour 240 € au lieu de 480 avec le code Noël 2025. C'est la prolongation. Alors là, clairement, il doit rester un ou deux packs, d'accord. Il doit rester un ou deux packs si ça peut vous intéresser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que objectif orientation offert, objectif Parcoursup offert, ça veut dire que dès la semaine prochaine, vous pouvez tout de suite prendre rendez-vous avec moi et on échange sur votre projet pour Parcoursup. Voilà. Et voilà, comme ça vous pouvez enchaîner. C'est très important que vous compreniez que ça, je vais pas le faire tout le temps. Alors, je pense que ça va être la seule offre que je vais faire de l'année, à mon avis, sur sa partie anticipation. Je pense que j'ai mis le paquet. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, t'as été un peu trop généreux. Ouais, bon, ouais, écoute, c'est comme ça. Et ouais, si ça peut vous aider, en tout cas, sa partie orientation, ça peut vous aider, bah, je serais très content de vous aider là-dessus. Okay, c'est un peu le but du jeu. Donc c'est jusqu'à ce soir. Alors, j'ai reçu pas mal de messages, ouais, mais je suis pas encore sûr. Donc exceptionnellement, j'ai rajouté 5 packs supplémentaires, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, je vous laisse une petite semaine. Et pour cela, il faut juste m'envoyer un mail. Vous êtes intéressé de prendre ce pack-là, je vous enverrai un code personnalisé et vous pourrez le prendre. Il vous resterez encore une semaine. Je finirai la prolongation 25 janvier. 2026 et c'est tout. Après, je ne proposerai plus rien. Donc à partir de la semaine prochaine, concrètement, une fois que c'est terminé, les objectifs ça, sont à 240 €, il n'y aura plus d'offres. Hein. Voilà, donc c'est vraiment pour vous pousser à anticiper et bien vous faire orienter. Okay, et si possible, le plus gratuitement possible. Donc ce qui est bien, c'est que, bon, j'ai déjà travaillé par les étudiants, compris le pack. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que justement, non seulement on pourrait l'anticiper, donc les stratégies d'anticipation, mais en plus on va pouvoir travailler conjointement votre projet Parcoursup et avec les ateliers. Donc du coup, ça sera bien corrélé et vous serez hyper accompagné. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est en accompagnement, on est bon là, on est bon. Je pense avoir terminé, j'étais un peu plus long que prévu, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Hein. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Voilà. C'est le but du jeu, on est là pour échanger sur un peu votre vie, votre projet, tout ça. Faut pas hésiter, d'accord. Donc bombardez-moi un peu de questions et comme ça j'y réponds. Alors, est-ce qu'il faut faire une prépa médecine durant l'année de terminale? Est-ce une bonne idée? Alors, moi j'avais fait personnellement une prépa médecine, donc c'était le samedi matin, 4 heures. Alors, on révisait à la fois le bac et à la fois on faisait les ponts logiques avec la passage avec les QCM. Donc oui, ça me semble être une bonne idée. Maintenant, j'aurais tendance à te dire non maintenant parce que les prépas de maintenant sont pas faites de cette manière-là. En fait, ils vous bombardent tout de suite les cours de PASSLAS souvent et ils vous font un peu moins de ponts logiques avec le bac. Donc c'est beaucoup de stress généré. Donc moi je trouve que maintenant c'est un peu moins intéressant. Surtout que les prix sont extrêmement élevés maintenant sur les prépas terminales. Donc j'aurais tendance plutôt à vous dire non. J'aurais plutôt tendance à dire prends un prof particulier pour combler tes lacunes de terminale et faire quelques ponts logiques avec la PASSLAS. Moi j'aurais plutôt tendance à te dire ça. Alors concernant la LAS hors de ton secteur géographique, si les LAS en question que l'on veut... Ouais, attends, faut que je prenne mon temps là. Concernant les LAS hors de ton secteur géographique, si les LAS en question que l'on veut à un taux minimal sur Parcoursup, hors secteur, ça peut être une bonne stratégie ou pas? Si on est pris de pareille orientation, est-ce qu'on a un bon dossier fragile de terminale? Très peu de chance. Ok. Non, c'est une bonne idée d'avoir quelques vœux qui se mettent hors secteur, à partir du moment où tu arrives à trouver dans ton cheminement de parcours un master qui est différenciant par rapport à un vœu de Paris, par exemple. Voilà, c'est vraiment dans cette stratégie-là, dans cette option-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'est un peu l'idée. J'ai rencontré une étudiante qui m'a dit que sans prépa, c'est quasi impossible de réussir passe. Alors, oui et non. En fait, c'est vraiment deux approches différentes. Première chose, les étudiants qui sont en terminale, si vous voulez garder une structure de scolaire, je pense qu'une prépa, ça peut être utile. Maintenant, faites gaffe. Il y a plusieurs styles de prépa. Il y a des prépas qui vous font remplacement de la fac. Donc, en gros, vous avez cours à la prépa au lieu d'aller à la fac. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que du coup, vous gagnez un peu de temps. Vous avez un peu plus d'échanges. Vous êtes dans un groupe de 45 ans, c'est compliqué quand même. Hein. C'est plus dynamique.
mais du coup, vous êtes en concurrence directe. Donc en gros, il y a une pression forte. Voilà. Ça, c'est bien, mais alors ça coûte une blinde et tout, et c'est compliqué. Vous avez prépa mix, en gros, vous avez les cours qui sont après les cours de la fac. Là, pas très bonne idée, parce que du coup, vous êtes fatigué, vous avez pris du retard sur les chapitres, vous allez faire des cols, vous allez avoir des mauvaises notes, ça ne vous donne pas envie. Donc, vaut mieux pas. Après, vous avez les prépas en ligne, assez classiques, où c'est juste en autonomie. Ça, c'est bien si vous voulez avoir des QCM et tout. Ça fonctionne bien, mais c'est pas forcément l'optimum. Voilà. Donc, moi, je suis pas d'accord sur le fait que c'est impossible de réussir sans passe. C'est juste une question d'anticipation. Voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui, justement, ont juste le tutorat et réussissent leur année, hein. C'est pas un problème. Pour la plupart des étudiants, la prépa devient un handicap. Je l'explique dans pas mal de vidéos, c'est qu'à partir, c'est bien en août, quand on fait ça de pré-entrée, on est content, en septembre aussi. Après, à partir de mi-octobre, ce qui se passe, c'est simple, hein. Vous êtes en retard dans vos cours, vous vous dites, bah, je fais quoi? Je révise ou je vais à la prépa? Et vous n'allez pas à la prépa, vous allez réviser. Bien sûr, vous allez réviser avec les fiches de prépa, parce qu'elles sont plutôt bien faites, mais c'est pas hyper optimum pour mémoriser, mais c'est bien pour pouvoir avancer vite. Du coup, vous travaillez avec les fiches. C'est pour ça que dans les vidéos, des fois, je dis, bah, vous payez 8000 balles pour juste du papier. C'est vrai. Hein, pour la majorité d'entre vous, c'est ça. Donc faites bien gaffe. Donc voilà. Je vous déconseillerais par contre de prendre les grosses prépas, les très 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 grosses prépas, qui coûtent 8000 euros à l'année, évitez-les. Par contre, vous pouvez prendre des prépas intermédiaires, donc ça veut dire qu'ils vont accepter entre 50 et 80 étudiants. Vous aurez plus d'échanges avec les profs. Alors certes, peut-être les fiches un peu moins quali, etc., mais vous aurez une approche plus humaine. Donc ça vaut peut-être le coup de plutôt aller sur les petites prépas. Voilà. C'est plus intéressant, moi, je trouve, personnellement. Proposez-vous un accompagnement pour les personnes en reconversion? Oui, oui. Clairement, j'ai de plus en plus d'étudiants en reconversion, donc ça peut être de A à Z. Donc j'ai plusieurs formules de coaching, il ne faut pas hésiter à regarder sur le site internet. D'accord? Ou alors tout simplement prendre rendez-vous avec moi, comme ça on échange sur la situation, puis après derrière on avise, hein. On regarde si c'est utile ou pas de telle ou telle formule. Voilà. Est-ce qu'une mineure chimie est intéressante? Oui, mineure chimie c'est intéressant, notamment si tu veux faire pharma. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que le tutorat suffit? Alors moi je trouve que le tutorat, il est de plus en plus intéressant, année après année. Euh, Maintenant les fiches, elles sont top. Les QCM, bon bien sûr, et je le dis, mais il y a beaucoup d'erreurs, mais elles sont rectifiées année après année, donc ça va de mieux en mieux. D'accord? Les étudiants sont de plus en plus investis aussi au tutorat. Les profs ont du mal à s'investir, c'est clair, mais ça commence à devenir intéressant. Donc moi je trouve que depuis 10 ans, moi quand j'avais le tutorat à l'époque, c'était rien à voir par rapport à ce qu'il y a maintenant. Là c'est vraiment très puissant, le tutorat il devient une mini prépa, quoi. Donc pour 20 euros l'année, parce qu'on paye juste en général on paye au moins le papier pour récupérer les documents, mais sinon voilà, ça coûte que dalle. Donc oui, le tutorat, pour la majorité d'entre vous, ça peut suffire. Il y a des tutorats qui sont extrêmement puissants, d'autres un peu moins, mais dans la majorité des cas, ils sont extrêmement bons. Donc faites-le. Voilà. Est-ce que j'ai une idée des LAS à Nice? Ça va dépendre. Ça, enfin, j'ai pas une idée précise. Il faut voir ta situation. C'est comme j'ai dit, hein, on regarde chaque situation. Il faut faire la liste, ce qui est proposé dans chaque université, chaque secteur. Voilà, la liste. Qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et tu vas choisir ta LAS ou tes passes en fonction de ce que tu veux faire. Voilà. Pour médecine dentaire, qu'est-ce que vous proposez comme mineur? Alors, médecine, en fait, ils aiment bien en médecine un peu avoir un truc un peu généraliste, de type physique, chimie, maths. Ça, c'est bien pour médecine, ça fonctionne bien. C'est des trucs assez classiques, mais ça fonctionne bien. Dentaire, c'est bien aussi tout ce qui est physique, chimie, maths aussi, ça fonctionne bien. Et si vous pouvez mettre des mineurs qui sont plus orientés, je sais pas moi, par exemple, alors psychologie, ça fonctionne bien aussi sur dentaire, parce que on a besoin, par exemple, vous voulez, je prends un exemple, mais vous voulez faire dentiste et vous voulez vous spécialiser chez les enfants. Et ben dans votre projet sur Parcoursup, vous allez mettre, ben voilà, je veux faire dentiste spécialisé pour les enfants, voilà, orthodontiste par exemple pour les enfants. Et du coup, je choisis une mineure psychologie, et psychologie des enfants par exemple. Vous voyez qu'il y a un master par la suite de votre mineure qui est par exemple psychologie de l'enfance. Bah, du coup, vous allez pouvoir orienter tout votre discours là-dessous. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas précisément vous dire quelle mineure est intéressante, ça dépend de ce que vous voulez faire concrètement. Mais il faut trouver le cheminement logique entre ce qui se passe, qu'on vous propose et ce que vous voulez faire. Ouais. Vous conseillez d'anticiper les contenus du semestre 1 de l'AS après avoir comblé ces lacunes, ou vaut mieux approfondir au max au programme de terminale de l'aspect en question. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir les bases classiques de terminale, que ce soit en physique, maths ou chimie. Déjà, c'est ce truc de base. Ensuite, tu peux, si tu as l'opportunité de regarder les cours de LAS ou de PASS que tu penses que tu vas pouvoir faire plus tard, tu regardes la liste des chapitres. Tu vas pas forcément aller dedans tout de suite, mais tu regardes est-ce que forcément il y a des calculs, des formules qui existent entre les deux. Savoir comment tu fais pour les relier, quoi, et savoir si tu les apprends ou pas et que tu les continues à appliquer. Donc moi mon conseil c'est, si tu veux, et moi je faisais ça aussi en terminale, c'est concrètement je prends les exercices de terminale pour le bac et puis j'essaie toujours de trouver des types bac qui correspondent à des trucs de santé, et j'allais un peu plus loin. Par exemple, je me rappelle, il y avait des exercices sur l'hémoglobine, voilà. Donc c'était de la chimie, de la physique en même temps. Du coup, l'hémoglobine, c'est la partie santé, on apprenait ça en première année, bah, j'ai regardé les cours de première année, qu'est-ce que c'est l'hémoglobine, etc., de façon très précise, et je rajoutais des questions en plus dans mon exercice de bac pour que je puisse faire le pont logique. C'est un peu l'idée, ok? Donc faut pas hésiter à faire ça pour approfondir. Donc ça veut dire approfondir, ça ne veut pas dire apprendre tout de suite, ça veut dire
explorer des choses, explorer les cours de PASSLAS sans tout de suite les apprendre. Okay, c'est ne pas vous faire avoir au mois de septembre, c'est le but du jeu. Chirurgien cardiaque, qu'est-ce que tu peux faire comme mineur? Eh ben, chirurgie cardiaque, par exemple, vous êtes très nombreux à vouloir faire de la cardiologie ou voilà, quelque chose comme ça. Pour rappel, la chirurgie, on fait l'internat de chirurgie, d'accord? Donc, ce serait intéressant de faire un master qui va être orienté sur, je sais pas, par exemple, la robotique ou alors l'imagerie médicale en cardiologie. Okay, donc, ça peut être intéressant des mineurs qui peuvent être liés à l'IA, des mineurs info, des mineurs psycho. Bon, c'est pas trop top encore mineurs psycho, après ça dépend, c'est chirurgie, ouais. Mineurs ingénierie, ingénierie de la santé, par exemple, pour faire après de la robotique. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Il faut juste voir voilà, si c'est proposé dans votre secteur. C'est ça qui est le but du jeu. Ok. Voilà. D'autres questions? Ça va? Regarde un peu la mécanique. Hein, c'est pas quelque chose de si simple. Hein. Où est-ce qu'on peut voir les données relatives au taux de réussite? Alors, normalement, il y a prévu une mise à jour sur Parcoursup où il y a une petite donnée qui vous donne une estimation du taux de réussite. Ça, c'est nouveau. Normalement, c'est censé apparaître. Si c'est censé apparaître à partir de demain, mais si c'est pas le cas, ils vont peut-être le mettre en place plus tard, on verra. Sinon, le taux de réussite est souvent donné au sein même des sites internet des universités. D'accord? Vous avez le taux de réussite par filière. Donc, c'est comme ça que tu peux trouver l'info. Voilà. Je parlais plus du côté majeur de la LAS, contenu disciplinaire, approfondir l'aspect terminal. Majeur de la LAS, le contenu disciplinaire de la LAS, vaut mieux l'anticiper en S1 ou vaut mieux approfondir avec l'aspect terminal? Oui, je pense qu'il vaut mieux approfondir pour l'instant la terminal SP. Hein, pour l'instant approfondir ça. Et en été, tu regarderas si après par la suite tu anticipes l'autre partie. Il faut y aller étape par étape, il ne faut pas aller trop vite. Dans les projets motifs, il faut faire ça en rapport avec les choix de mineurs. Exactement. Il faut vraiment faire comme ça, étape par étape. Il faut que ça soit bien corrélé. D'accord? Eh ouais, c'est pas évident. Hein. Bon, j'ai préféré faire un format Zoom plutôt qu'un format live YouTube. Comme ça, je suis qu'il y a quelques étudiants intéressés. Ok, on évite les problèmes techniques et tout ça. Je trouve que c'est mieux. Alors, dites-moi un peu ce qui. J'ai besoin d'un retour. C'est le tout premier live de 2026. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'était un peu trop long? Voilà. Dites-moi, vraiment. Il n'y a pas de souci, moi j'accepte la critique. Mais l'important, c'est que vous puissiez avoir des infos. Voilà. C'était le but du jeu. J'espère avoir rempli ma mission. Et je vous conseillerais au moins, si vous avez vraiment des doutes ou autre, au moins d'envoyer un petit message privé par mail ou autre pour avoir un avis. Un simple avis, ça c'est gratuit. Okay. Voilà. Et pour ceux qui ont pris le pack anticipation, je vais vous recontacter, bien sûr, pour ceux que j'ai pas encore contactés, je sais que j'ai eu des réservations là, pour vous proposer un premier créneau, d'accord, pour pouvoir vous parler de orientation, du coup. On va parler là-dessus, là, en priorité. Alors, je pense que la semaine prochaine, je pense que j'ai plus de place pour échanger, hein, ça va vite, mais la semaine prochaine, je vais rouvrir d'autres places, la semaine d'après, d'accord. Alors, pour concernant les passerelles, oui. Alors, pour les passerelles, c'est pas compliqué. En fait, il faut un niveau master. Généralement, c'est l'idéal pour pouvoir prétendre à une passerelle. Donc, par exemple, il y a un truc qui se fait depuis très longtemps. Si on a un master droit, on peut faire une passerelle directe pour aller en deuxième année de pharma. Ça, c'est un truc qui existe. Ça a toujours existé, ça, par exemple. Et depuis, du coup, qu'il y a eu la réforme PASSLAS, ils ont ouvert le concept de passerelle. Et maintenant, donc avec n'importe quel type de master, alors, faut que ça soit, il y a quand même un lien avec la santé. Hein, il faut trouver la stratégie. On peut passer directement en deuxième année de médecine ou pharma ou autre. On constitue un dossier passerelle, on passe devant un jury. Et puis, à partir de ce moment-là, on est pris ou pas. C'est en moyenne 4% de personnes qui font la demande qui sont pris. Donc c'est extrêmement faible. Par exemple, pour faire simple, sur une promo de 100 étudiants, en gros, il y a 4 étudiants proposés en passerelle. C'est ça que ça veut dire. Okay, voilà. C'est important de bien comprendre ça. Que penses-tu d'EduMapper pour les champs? Oui, c'est pas mal, ça peut être utile. Voilà. Si vous voulez, je pourrais un peu plus détailler ça dans une vidéo. Enfin, pas mal, il y a pas mal de choses. C'est vrai que où trouver les statistiques, c'est pas évident. Si je vous fais en vidéo, peut-être ça sera peut-être plus clair. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, hein, c'est pas forcément facile de trouver les statistiques. Faut les trouver, c'est assez caché tout ça. Hein, surtout si on fait des recherches ARS, c'est pas évident. Voilà. D'autres questions, ça va? Non, c'est bon, c'est clair? Bon, bah, c'est très bien, je vais vous laisser là, je vais vous laisser tranquille. Hein. Je vais vous laisser tranquille. Je vous redirai à travers une prochaine newsletter quand est-ce que je ferai un prochain live. C'est certainement dans 2-3 semaines. Voilà. Sinon, vous avez bien noté les dates pour les ateliers. Vous inquiétez pas, vous aurez un rappel. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Entre-temps, n'hésitez pas bien sûr à rejoindre le groupe WhatsApp. C'est tout nouveau. Hein. Donc, je vais mettre en place les différents canaux au fur et à mesure des semaines. Vous pourrez échanger, discuter, je vous mettrai des ressources, tout ça, tout ce qui est nécessaire. D'accord? 5 places en passe, c'est mineur psycho et ma fille
15 de moyenne, il n'a que 5% d'être admise. Ouais. Bordeaux, je prends l'exemple de Bordeaux. Bordeaux, c'est l'une des universités les plus difficiles d'accès avec Paris. Tu veux le lien pour accéder à quoi? Au groupe? Attendez, je vous balance ça. Je vous balance ça, c'est où les machins là? Attendez, je cherche le lien. Il est où le truc? Ah là. Copier le lien. Voilà. Je vous balance le lien, c'est bon? Voilà, c'est pour le groupe WhatsApp. Voilà. Ça vous êtes tranquille. Le groupe WhatsApp, vous avez le lien qui se trouve également sous les commentaires vidéo YouTube, également dans la newsletter, j'ai rajouté le WhatsApp, le logo, et sur Facebook, hein, si vous voulez. Vous êtes, à un moment donné, vous allez le trouver. Ça va? Très bien. Et écoutez, je vous arrête là ici, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, on se retrouve pour les prochaines vidéos par rapport à Parcoursup. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao à tout le monde. Et bien entendu, je mettrai le replay d'ici peu. Et la vidéo sur YouTube d'ici 1 heure ou 2. On verra. Hein, on verra. Ok. Allez, ciao, 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 ciao.